Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La page c'est DMG TV. Donc n'hésitez pas d'envoyer vos histoires. Et sachez que ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Voilà. On passe à la première histoire rapidement. Je vais vous demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Bonsoir DMG, bonsoir et bon début de carême à vous. Voilà, j'ai souvent l'habitude de vous écouter, d'écouter vos vidéos, des différentes histoires et tout. Et aujourd'hui, j'ai décidé moi-même venir vous raconter une histoire que mon beau-frère, l'ex-gare à ma cousine a vécu, donc le père de son enfant. Voilà. Ma cousine a fait l'enfant avec un monsieur et ils se sont séparés, ils ne sont plus ensemble et le monsieur avait donc refait la vie. C'est un homme à femme. Il est parti tomber sur une femme que je veux surnommer Elodie. Sur Elodie. Elodie, une très belle femme. Voilà, très sympa déjà. Donc, en fait, il a fait 2 ans avec cette femme. 2 ans, sans connaître que c'était une fantôme. Oui. Et je me rappelle, comme il a fait l'enfant avec ma soeur, il n'a pas épousé ma soeur. Ma soeur vivait de son côté, lui aussi, il a continué sa vie, il vivait avec cette Élodie. Ma grande soeur aussi est partie rencontrer une autre personne. C'est son mari aujourd'hui, ils ont des enfants ensemble. Mais à l'époque, le monsieur avait fait un enfant avec elle. Et le monsieur est rentré dans son pays, il n'était pas camerounais. Voilà, ma soeur, entre-temps, a gardé de l'argent. C'est comme ça qu'elle décide d'aller retrouver le père de son enfant. Parce qu'il y a comme une honte dans la famille que 2 enfants, 2 pères différents n'est pas marié. C'est où elle se décide donc aller donner l'enfant chez le père le temps que sa situation se stabilise là-bas pour faire monter son enfant. C'est comme ça qu'elle part donner l'enfant chez le père. Et elle rencontre cette dame, fantôme Elodie, sans connaître que c'est une fantôme. Et cette dame était tellement sympa, tellement gentille, tellement accueillante. Et elle aimait très bien ma petite nièce là. Très bien. C'est une histoire qui date, parce qu'aujourd'hui, ma nièce a plus de 20 ans aujourd'hui. Elle est dans la vingtaine. Elle aimait très bien ma nièce. À l'époque, ma nièce avait 5 ans. C'est comme ça que elle va donc retrouver son homme. Elle laisse sa fille avec son papa. Et comme ça, par derrière, le papa de ma nièce dit que, mais attends, il dit à sa femme, parce qu'à l'époque c'était sa femme, ça fait 2 ans nous sommes ensemble. Chaque fois que je te demande, tes parents sont, je vais rencontrer tes parents, tu racontes ta histoire. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je vais aller voir tes parents. La fille ne pouvait plus passer. Chaque fois que mon frère, mon beau, là, autant pour moi, disait, elle tournait. Il s'est décidé, il est parti au marché, il a acheté les huiles, les cerises, les choses pour aller voir sa belle famille. C'est comme ça donc quand il avait acheté l'huile, devint dit que je ne sais pas ce qui s'est passé, il a oublié. Parce qu'il avait acheté, il a laissé chez un boutique, il est rentré, il a oublié ça là-bas. C'est où il dit donc, ah, j'ai oublié l'huile au marché, il décide de retourner. Entre-temps, sa femme avait écrit le numéro de l'une de ses tantes dans le papier. Il dit que comme chaque fois tu me mets la pression, voici dans le numéro de ma tante. Quand on va arriver, on va d'abord l'appeler avant de partir. Il a donc dit ok, il a laissé sa femme à la maison et il est parti chercher l'huile au marché pour revenir. C'est comme ça donc quand il part chercher l'huile, il revient, il ne trouve pas la femme, il trouve juste le numéro. Il dit, mais elle est partie où? Il voit que tous les présents qu'il a achetés, il y a toujours ça. Que tous les présents qu'il a achetés, il y a toujours. Merde. Mais il se pose la question, elle est partie, elle m'a dévancé ou quoi? C'est comme ça qu'il prend donc le numéro là. Après avoir bien cherché sa femme, il appelle même ces derniers, le numéro ne passe pas. Sa femme là, Elodie, son numéro ne passe pas. Oui, il appelle donc la tante d'Elodie. Il dit Elodie que, pardon,
Il appelle sa tante, il dit à sa tante que oui, voilà, il se présente, je suis tel, je suis c'est moi qui est avec votre fille. Elle m'a dit que vous êtes sa tante. La tante dit que mais quelle fille? Il y a tous mes filles ici, là, quelle fille? Il dit que non, je suis le gars d'Élodie. Elle m'a donné votre numéro, que vous êtes sa tante. La dame dit pardon. Il dit oui, 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 c'est représent. Il dit que voilà, voilà, elle m'a donné. La dame ne pouvait pas parler au téléphone. Puis la dame dit que ok, prenez le taxi, vous venez à tel endroit, vous venez me rencontrer. C'est comme ça, donc il prend le taxi. Et quand il est parti, il n'est pas parti, il est parti avec sa mère et ses deux frères chez la fille. Parce que Satan même avait dit qu'Elodie n'est pas là. Il dit donc, mais elle est où? Ils arrivent sur les lieux. Ils trouvent la maman d'Elodie, parce que Satan n'était pas loin, la maman d'Elodie et ses autres frères. C'est où il vient avec les présents, tout, il se présente encore à nouveau. Il dit voilà. Mais entre-temps, pendant qu'il parlait, il voyait comme il y avait une dame qui coulait les larmes. Et cette dame était la maman d'Elodie. Puis il finit de se présenter, il dit comme il a fait 2 ans, machin cru, tout. Après, il dit que mais Elodie, mais où? La dame pleure. La dame pleure. La dame dit que tu parles même de qui? Tu dis Elodie, donne le portrait robot, il détaille comment cette fille est. La dame ne fait que pleurer. Puis, ils entrent dans la chambre et Pat prend les photos. On montre à ce monsieur que c'est cette dame. Il dit oui, c'est Elodie, c'est ma femme Elodie, je l'appelle, même son numéro ne passe pas. Elle est où? Elle n'est pas arrivée ici, comment? La dame dit que cette Elodie est morte, c'est ma fille. Donc maintenant, c'est la maman qui dit c'est ma fille. Le monsieur ne croyait pas. Ses frères disent encore que c'est notre mère. Elodie que tu dis là, c'est notre mère là-bas. Elodie que tu dis était notre soeur, elle est morte. Si tu veux discuter, ils ont conduit le gars derrière la maison où on avait enterré Elodie. Elle était morte et on a montré la photo où elle était même couchée avec la robe qu'on habille souvent les corps avec là. Merde, le gars est tombé une fois à l'instant. Il est tombé comme ça là. Il s'est évanoui. Il a dit que ça c'est la sorcellerie, il ne peut pas croire ça. Il dit comment il fait 2 ans avec une femme. Et en plus il y avait encore sa fille à la maison, rien. C'est comme ça, quand on a essayé de réanimer, la maman dit à ses parents que pardon, alors ça c'est le même, peut-être même ce sont tous les fantômes. Donc c'est un peu cette histoire-là. Mais bien plus tard, on a essayé de marcher avec ma nièce. Tenez-vous tranquille, ma nièce va super bien. Cette dame, malgré qu'elle était une revenante, mais elle n'a pas fait du mal à ma nièce. Donc, cher monsieur, surtout plus les hommes à femmes, parce que mon bol était vraiment à femme à l'époque. Lorsque vous êtes dans une relation, ça c'est vice-versa. La leçon à tirer ici, c'est que lorsqu'on se met en couple avec quelqu'un, peu importe ce que la personne va te dire, c'est qui est sûr, quelqu'un a toujours une famille quelque part. Même si toute ta famille, tu ne peux pas être unique, seul dans ta famille, même si tes parents sont morts, tu as toujours quelqu'un. Quand vous vous mettez en couple avec une fille, surtout que vous vivez sous le même toit, cherchez toujours d'où cette personne sort. C'est très important. Vous voyez, il a fait 2 ans avec cette fille. Il dormait, couchait avec un fantôme. Ah oui, il couchait. Et cette dame pouvait porter son enfant ou accoucher. Donc, cher monsieur, chère dame, il faut toujours connaître la famille et le passé de vos conjoints. Agréable soirée à vous et bon début de carême à tout le monde, une fois de plus. Ok, maintenant on passe à la deuxième histoire. Merci pour l'histoire. Merci pour l'histoire. Deuxième histoire. Bonsoir, je vais me prénommer X. Je vais garder mon identité. Donc, ce que je vais raconter ce soir, c'est un fait qui s'est passé il y a de cela beaucoup d'années. Parce que c'est maman qui m'a raconté. Donc, les faits se sont déroulés quand elle avait environ... quand elle était adolescente. Donc, dans le quartier où elle vivait, il y avait une fille. La fille, elle était très belle, mais la fille, elle était plus grande qu'elle à l'époque.
La fille pouvait avoir, je crois, 5 ans de plus qu'elle. La fille, elle était belle, très très belle. Et c'était le genre de fille qui ne parle pas beaucoup, le genre de fille qu'on ne va pas vraiment traîner dans les ruelles. On la voit à peine quand elle sort pour aller à l'école. On la voit à peine quand elle rentre chez elle à la maison. Maintenant, dans l'autre ruelle, il y avait un monsieur en fait qui était tombé amoureux de cette fille-là. Mais le monsieur était bien plus âgé. Il était bien plus âgé. Donc, tout le temps, quand la fille rentrait de l'école, quand elle partait, il suivait tous ses mouvements. Il suivait tous ses mouvements. Et après cela, il a commencé à approcher la fille. Il a commencé à approcher la fille. Mais la fille, en fait, c'est une personne qui ne parlait pas. Il a commencé à faire des tentatives. Souvent même, il était là dans le quartier. On sentait que non, que le monsieur était en train de draguer. Mais la fille était tellement pieuse que les histoires d'hommes là, c'était pas son affaire. Mais une fois, en fait, cette histoire-là, ça m'a rappelé, il y a une dame, dernièrement, je crois que c'est l'histoire 157, comme ça, donc, c'est pas bon on doit savoir comment repousser quelqu'un. On doit savoir comment dire non à un homme. Insulter, mal parler, en fait, c'est pas bon. Donc, c'est la même erreur que la fille avait eu à commettre, en fait. Parce que tellement que le monsieur insistait, elle disait rien, elle disait rien, elle disait rien. Après un jour, elle s'est énervée. Elle avait du mal parler, très mal parler au monsieur. Le monsieur l'avait mal pris. Déjà que non, c'est un monsieur qui touchait à tout ce qui est gris-gris. C'est un monsieur, en fait, qui était dans des sortes de loges. Donc, pendant que cette fille, donc, il s'est dit que non, bon, avec la fille, ça pouvait pas marcher. Peu importe les moyens qu'il utilisait, tout ce qu'il faisait, ça pouvait pas marcher. Donc, il a mis en place un stratagème là. Une fois, un jour dans le quartier, maman a dit que c'était un samedi. C'était un samedi. Il y avait une grande bagarre, une très très grande bagarre dans la ruelle. Des bagarres où tout le monde sort pour venir essayer de se séparer, où les pierres volaient partout. Donc, en fait, c'était le monsieur là il avait fait exprès de faire en sorte qu'il y ait quelque chose, une bagarre, quelque chose en fait qui va faire en sorte que la fille sorte de sa maison pour qu'il puisse prendre en fait les empreintes de ses pieds en fait. La fille était chez elle, il y a eu une bagarre là et tout. Et maman aussi, elle était là parce que c'est tout le quartier qui était alerté, même ceux de la ruelle d'avant, de derrière, c'est tout le monde qui était là. Tout le monde qui était là. Et après, le monsieur là, donc il avait déjà bien vu, ciblé là où la fille était, comment la fille était sortie. Après ça, je ne sais pas comment il avait fait pour trouver l'empreinte, je ne sais pas. Mais après, il avait pris le sable, en fait, là où elle avait pétiné, là où la fille avait pétiné elle a mis son pied. Après, il est allé incanter. Je vous dis, peu de temps après, une histoire maximum, c'était un mois. Un mois, la fille a commencé à se plaindre des violents maux de tête jusqu'à ce qu'elle ait arrêté de partir à l'école. Elle était tout le temps là, à la maison, elle ne sortait plus, jusqu'à ce que la fille est morte. La fille en question et la fille est morte. Après, c'était une fille, parce que tellement c'était une fille qui n'avait pas de problème. Donc, les gens cherchaient à comprendre, à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Une fille avec plein d'avenir, une fille vraiment qui ne s'intéressait pas aux hommes et tout. Elle meurt comme ça, maux de tête. Donc, les gens, en fait, essayaient de comprendre ce qui se passait. Mais après, c'était dans la ruelle où elle vit, où maman vivait. C'est une ruelle, la ruelle, elle est grande. La ruelle, elle est vraiment grande. Donc, du coup, quand il y a des veillées, c'est pratiquement tout le monde qui est là. Excusez-moi. Quand il y a une veillée, c'est pratiquement tout le monde. Chacun vient avec sa chaise et tout pour soutenir la famille en deuil. Et à la veillée, en fait, la maman pleurait comme c'était aussi son unique fille qui avait réussi. Parce que le reste, là, c'était que des filles
qui était un peu dans le style de vie, boîte de nuit. Donc, en tout cas, elle misait plus sur sa fille. Là, c'était la plus jolie, la plus, celle qui avait vraiment un avenir prometteur. Donc, la maman, quand elle pleurait, elle ne faisait que dire en lingala, Motali, monananga, kokufa. Donc, tous les jours, la vieille ne faisait que dire ça. Moto ali, monananga, kokufa. Bato tout, obali, monananga, kokufa. Tous les jours, elle faisait que dire ça. En français, ça veut dire que toute la personne qui a eu à bouffer mon enfant, que ce soit un bon nombre de personnes, tous ceux qui sont impliqués de la mort de ma fille, ils vont suivre ma fille. Donc, tout le temps, elle faisait que dire ça. Les gens comprenaient en disant que non, bon, voilà, maman, elle a mal. Voilà pourquoi c'est la douleur, en fait. Elle parle parce qu'elle a mal. Or, l'autre monsieur là-bas aussi, il n'était plus à l'aise. Il n'était plus à l'aise. Personne ne sait au fait ce qui se passait dans sa vie, qu'est-ce qu'il voyait ou quoi, mais il n'était plus à l'aise. Il est allé consulter un féticheur et le féticheur lui a... Parce que la parole de la maman, en fait, avait tellement d'impact, donc de son côté, là-bas, ça n'allait pas aussi. Donc, du genre, tellement qu'on dit que le cœur de l'homme est mauvais, il n'a pas voulu, en fait, mourir, je peux dire, payer le prix seul, en fait. Donc, pendant la veille, il est venu voir le chef du quartier en disant, ah, moi, je suis un voisin. Parfois même, je viens dans votre ruelle ici et tout. Ah oui, oui, souvent, on vous voit traîner ici. Il dit, bon, il y a un deuil ici. Bon, il dit, j'ai connu la petite et tout. Moi, je veux aussi contribuer. Donc, je sais pas, on ne sait pas comment il l'a fait, mais spirituellement, on ne sait pas comment ça se passe là-bas, les incantations qu'ils font, mais il a transformé, en fait, le corps de la fille en vivre, en fait. Donc, il est venu un bon matin avec des cartons de poisson, cartons de poulet. Je vous dis, le quartier, selon les dires de maman, les gens vraiment étaient... Comme les gens aiment boire ici, les gens aiment manger pendant les enterrements au Congo. Donc, on appelle ça même activité. Donc, c'est tout le monde, en fait, qui était là. C'est tout le monde, que maman disait-elle, en fait, que vraiment c'était tout le quartier dont les gens mangeaient, les gens buvaient à mort. Mais elle, maman, elle avait toujours reçu l'éducation de ne jamais manger pendant les veillées. Donc du coup, elle, en fait, elle s'était enfermée dans la maison avec leur mère, ma grand-mère. Donc il y avait tout le quartier est allé manger chez la dame là. Or, c'était le corps de la fille qu'il avait transformé en poulet, en gésier, en carton de je sais quoi, qu'il est venu offrir, en fait, au quartier. Donc les gens mangeaient, les gens sont piffés. La dame aussi, elle faisait que dire, toute personne, mota, limonananga, celui qui a bouffé, celui qui a mangé mon enfant, il va le suivre aussi. Tout le temps, elle ne faisait que dire ça. Jusqu'à ce que aussi, on n'a pas compris. La vie aussi mettait du temps pour l'enterrement parce qu'on essayait de trouver, en fait, le responsable, mais d'une façon spirituelle. Mais après, on a commencé à remarquer que les gens commençaient à mourir d'abord. D'abord dans la famille, l'oncle est parti, les gens disent, ah, donc souvent, c'était l'oncle qui avait bouffé la fille. Mais après, le nombre a commencé à s'accroître. C'est maintenant la nièce. Ah, c'est maintenant, je sais pas, X. C'est maintenant, même dans le quartier, les gens commençaient à mourir n'importe comment. C'était devenu bizarre. C'était devenu compliqué. Ici, on a un tribunal de sorciers qu'on appelle Terikyo. Vous pouvez même vous renseigner. On a un tribunal de sorciers. Bon, pour pas dire tribunal de sorciers, mais un tribunal spirituel, quoi. Donc, parfois, ceux qui sont accusés de sorcellerie, c'est là-bas qu'on les juge. Après, il y a un monsieur chef du quartier il a remarqué, il dit non, comment ça, depuis que la fille est morte, il y a maintenant beaucoup de décès dans la famille, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la même personne qui continue à bouffer, à tuer? Est-ce que ce sont des coupables? Mais comment ça, pour la mort de quelqu'un, il y a tant de coupables? Et les gens du quartier aussi, la famille? Non. C'est lui qui est allé atterrir là-bas pour expliquer le problème. En expliquant le problème, eux, la poste, ils ont commencé à faire leur enquête ou comment. C'est là maintenant qu'on a démasqué le monsieur. On a démasqué le monsieur. C'est là où tout son plan machiavélique, là, tout ce qu'il a commencé à faire, ça a été mis, en fait, au grand jour. Parce qu'on l'avait même convoqué. Il ne voulait pas, on l'avait convoqué. C'est là-bas, après, finalement, qu'il a avoué et tout, voilà. C'était vraiment une histoire très... Et il y avait même des rituels qu'on devait faire pour stopper l'esprit de mort parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient mangé à la veille. À la veille, il y a des gens qui mangent.
et des gens qui avaient bu. Donc c'était la parole de la maman. Elle disait que toute personne qui a bouffé ma fille aussi va la suivre, va la suivre. Voilà pourquoi ça entraînait les gens comme ça à mourir bêtement comme des moutons, bêtement comme des moutons. Donc après le monsieur, la suite, on ne connaît pas. Mais on sait que l'histoire s'était arrivée au tribunal de Terriccio. C'est là-bas, en fait, qu'ils ont jugé le monsieur. Après, ils avaient fait des prières, des trucs pour... donc, toute personne, en fait, les gens commençaient à défiler là-bas chez les... à défiler là-bas, là où on faisait les lavages, là où on faisait les purifications et tout pour le mauvais sort, là. Parce que la parole de la maman, en fait, avait eu vraiment un impact. Parce que tous les jours, elle se réveillait à minuit. En pleine nuit de la nuit, la voix dans la ruelle qui marchait, qui parlait. Elle marchait dans la ruelle, elle parlait, elle parlait. Jusqu'à ce que la parole a eu un effet. Mais le monsieur était satanique parce que fallait pas, en fait. Il prend le corps de la fille, il transforme spirituellement en vivre, en poulet, il vient offrir à la communauté. Comme quoi il soutenait. Genre, en fait, il ne voulait pas partir seul. Il ne voulait pas partir seul. Et c'est très malsain d'agir de cette façon. Donc, c'était l'histoire que je tenais à partager. Vraiment, cette histoire m'a tellement passionnée. Maman, en fait, tout le temps, elle est là, elle nous rappelle, elle nous raconte, elle nous donne des conseils en disant qu'il faut faire attention, en fait. Faire attention à la façon dont on répond aux gens dans les rues. Et quand vous trouvez que vous vous sentez harcelé, il faut toujours venir dire aux gens, il faut toujours venir avertir. Et aussi, la morale de l'histoire, c'est le pouvoir de la parole, en fait. La parole, en fait, notre bouche, le pouvoir qu'on a de maudire, le pouvoir qu'on a de faire un tas de choses. Donc, merci m'avoir permis de raconter, en fait, ce drame qui avait eu lieu. Merci. Voilà, maintenant on passe à la troisième histoire. Bonsoir DMJ TV. Je viens vous raconter une histoire que moi j'ai vécue. Je suis au Gabon, précisément à Libreville. En fait, c'est pour donner aussi conseil aux gens lorsque nous allons pour louer les maisons. Soit on se renseigne ou on prie avant de rentrer dans la maison et venir bénir même la maison, nettoyer la maison avec l'eau bénite et oindre la maison avec l'huile d'onction. Parce que ce que j'ai vécu dans cette maison-là, je ne sais pas, je ne peux pas souhaiter à une autre personne de vivre ce que j'ai vécu. Donc c'est comme ça que je cherchais la maison, parce que j'avais des problèmes avec mon ami à cette époque-là. Je cherchais la maison, j'ai vu une affiche, je suis partie. Je me suis renseignée, on m'a montré la maison, je suis rentrée, on m'a montré la chambre. Ok, j'ai aménagé, j'ai payé la caution le mois d'avant, j'ai aménagé. J'ai dormi une semaine. Deuxième semaine, je me réveille un matin, j'ai fini de nettoyer la chambre. Mais lorsque je reviens de la douche, je constate qu'il y a les asticots sur le lit. J'ai dit, attends, le drap que j'ai changé ce matin, les asticots comment? J'ai enlevé le drap, j'ai fouillé un peu partout, il n'y avait rien qui était mauvais, j'ai regardé, il n'y a rien. J'ai mis le drap au sale, je l'ai nettoyé. 3 jours après, ce sont les cafards, je suis en train de dormir. Heureusement encore que je dormais dans la moustiquaire. Je dors et après, je ne sais pas, quelque chose me réveille. Quand je regarde comme ça, toute la moustiquaire est envahie des cafards. Parce que si je n'avais pas la moustiquaire, je ne sais pas. Toute la moustiquaire est envahie des cafards. Toute la chambre jusqu'au mur, au plafond, partout. Quand je crie, ça réveille les 2 autres. C'est comment? J'ai dit que j'ai un problème ici dans la chambre, j'ai les cafards. C'est que même ma porte, devant la porte, il y avait des cafards. Elles ont pris l'insecticide pulvérisé, ils ont poussé la porte. Boum. Je suis sortie. Toute la chambre était bourrée de cafards. Ça s'est passé. Un autre jour encore, têtu, je ne sors pas de la chambre, de la maison, je suis toujours là. Et un jour autour de 19h, déjà moi d'habitude, je suis comme ça de nature, je ne veille pas. J'ai dormi vers 19h30, 20h par là. Je fais un songe là où je vois un petit garçon, un petit garçon peut-être d'un an, moins d'un an comme ça, en train de pleurer, assis à même le sol, en train de pleurer, un bébé métis.
J'ai dit, mais mon Dieu, mais qui peut laisser le bébé là? C'est pour qui le bébé? C'est moi que je soulève le bébé en train de chercher la personne qui appartient au bébé. Je demande, c'est pour qui le bébé? C'est pour qui? La personne me répond. Mais au fur et à mesure que je berce le bébé est en train de grandir. Le bébé est en train de grandir. Après, le bébé devient un homme qui monte sur moi, qui veut faire les rapports avec moi. Mais je me débat dans le rêve. Je me débat, je crie, je tape sur le mur. Mais non, le type là veut vraiment avoir des rapports avec moi. J'ai commencé à crier. C'est quand je dis, Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'invoque le sang, le nom de Jésus. C'est comme ça que les autres écoutent maintenant comment j'étais en train de crier. C'est quand une vient pousser la porte que cet esprit-là, poum, disparaît. Et je me rive. Et je sors de la chambre tout en sueur. J'explique aux autres, mais voilà ce que je viens de voir, un bébé métis que j'ai pris. Et c'est comme ça que la fille du propriétaire me dit, en fait, vraiment, j'avais oublié de te dire, ma mère et mon père ont fait un bébé métis. Ma mère est noire, mon père est noir, mais elle a fait un enfant métis qui est décédé, qui est décédé bébé. Et à chaque fois, le bébé là embête les gens ici comme ça. Et ce jour-là, je n'ai pas dormi dans la chambre. J'avais tellement peur que je suis allée dormir avec la fille de la propriétaire, puisqu'on était dans la même maison. Elle occupait la première chambre, la deuxième chambre, c'était une autre. Et la troisième, là où moi j'étais, j'ai dormi avec elle là-bas. Et le matin, toute stressée, j'ai tellement eu peur de rentrer même dans la chambre. C'est que j'envoyais, va me prendre ça. Donc tout ça, j'ai fait dehors. J'étais là toute la journée dehors. Et c'est comme ça que la voisine qui était dans la maison à côté crie aussi là-bas. Il était peut-être de 11 heures comme ça. Elle crie et ces cris-là nous ont alertés puisqu'on était au salon, nous sommes sortis. On demande qu'est-ce qui se passe. Comme ça, elle dit que, oh, mais il y a un monsieur là qui vient de rentrer ici, un métis qui dit qu'il est en train de chercher. Il a cité le nom, parce que je ne peux pas citer le nom de la personne. Il a cité le nom de la dame, qu'il est en train de la chercher parce que c'est sa maman. Depuis là, il vient, il ne trouve pas, il ne sait pas là où se trouve sa maman. Et comme sa petite soeur, elle a du pouvoir surnaturel, elle est rentrée en transe. C'est quand elle est rentrée en transe que l'esprit là, le fantôme en question voulait se battre avec elle. Et quand elles ont crié, nous sommes partis, c'est comme elle explique. J'ai dit, elle dit oui, c'est comme ça, c'est ce qu'il fait depuis, il fait ça depuis. J'ai dit, mais vous aussi, vous ne pouvez pas donner les gens les maisons en location. Donc vous savez que vous avez un fantôme que vous gardez ici dans la maison. Et à la suite de ça, je pense 2 jours après, j'ai déménagé, je suis partie de là. Donc c'est pour dire que faisons attention aux maisons que nous allons louer. Vraiment, faisons attention, prions avant de rentrer dans les maisons. Nettoyons la maison d'abord avec l'eau bénite, avec le sel. C'est ça là, c'est ça mon histoire, c'est ce que moi j'ai vécu. Donc je demande à tout le monde de liker, de partager et de continuer à aimer la page. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 4e histoire. Surtout, likez, commentez, partagez. Allô DMG, j'ai 2 petites histoires que je vais vous raconter. Bonsoir toute la famille, partagez, likez. Bon, c'est l'histoire d'un Togolais. Il est comme ça, il avait 7 filles. Il louait chez un Camerounais du côté de Yassa, que je ne dois pas mentionner au quartier. Moi-même, j'étais locataire là-bas. Moi, je n'avais pas le temps de regarder le mystique, au fait. Moi, je rentrais tard dans la nuit. Quand je rentre tard dans la nuit, mais là, la fatigue m'attrape. Moi, je me couche dehors. Le matin, je ressors. Bizarrement, la première fille du Togolais là est décédée comme ça. Étant mongole, comme si peut-être quelqu'un est venu lui sucer tout le sang. Et donc, c'est comme si elle n'a même plus les os sur elle. Un truc comme ça. Elle décide. Il a porté le corps, il a enterré là-bas au cimetière de. Comment on appelle même ça? De Yassa, là-bas toujours. Ça n'a pas fait 3 mois. La deuxième aussi tombée gravement malade. Même chose que sa grande soeur. On porte, avant même d'amener à l'hôpital, la fille était même déjà morte dans la voiture. Il a vu ça bizarre, il a dit il ne reste pas, il va aller au Togo avec. Quand il porte, il amène maintenant au Togo. Arrivé au Togo, on lui dit que c'est ton bailleur. Ton bailleur là, c'est un Camerounais, il a le serpent dans les toilettes. Il dit, hey.
Il a porté amené au bonheur. Arrivé au bonheur maintenant, il a travaillé sur le corps. Il a demandé qu'on doit gâter tout le corps de l'enfant là. Donc, on doit lui donner les médicaments pour qu'il puisse arrêter ce serpent là vivant. C'est comme ça on a travaillé le corps, il a porté sa famille, ils sont rentrés. Il a fait tout ce qu'on avait demandé. Il est rentré. Maintenant, quand il rentre, ça n'a pas fait 2 semaines. Il se lève pour aller aux toilettes. Il voit le serpent était sorti dans le bidet parce que lui, il était en haut, nous, on était en bas. Il voit un gros serpent sorti dans le bidet des toilettes. Le bidet, je croyais peut-être à l'époque que les serpents sortaient seulement dans les trous qu'on creuse là. Mais le serpent a été sorti dans le bidet, un serpent au moins de 3 mètres, comme ça, ou 4 mètres. C'est comme ça, il a mis la potion magique là sur sa main, c'est comme ça, il a arrêté le serpent là avec. Il a attaché ce serpent. Il l'a mis dans le seau et il a fermé. Le bailleur maintenant, comme par hasard, à 2 heures, le bailleur a toqué sa porte. Que papa, pardon, ouvre la porte là. Et il dit que c'est pourquoi bailleur. Le bailleur lui dit que non, toi et moi on doit causer. Et il dit causer de quoi papa? Il dit que ouais, pardon, tu m'as arrêté. Il demande que, et qu'il t'a arrêté comment? Il dit que la personne que tu viens d'arrêter là c'est moi. Il dit que ah, donc c'est toi qui as tué mes enfants. Il dit que mais oui, c'est moi-même. Il a dit la vérité, c'est moi-même. Il a dit que dans ce cas, alors, tu vas signer tous les contrats, le contrat de tout l'immeuble si là, tu vas me donner. Parce que tu m'as arraché 2 vies. Donc, tu vas signer tous les contrats de ta maison. Tu vas me donner tous les 2 maisons que tu as ici, là. Dans Yassara, tu vas me donner tous les 2 maisons. Parce que c'est 2 vies que tu as arrachées. L'histoire là, il ne voulait pas signer. Le Togolais a dit il va tuer le serpent. Le monsieur a crié jusqu'à l'histoire se retrouve à Bounanjo. Pour finir, le monsieur a signé jusqu'à lui-même, il est devenu locataire dans sa propre maison. Après, lui-même, il a fui encore la maison. Donc, c'est pour dire que les bailleurs là, pardon, laissez-nous louer, pardon. Nous sommes seulement de passage avec nos vies. Pardon, laissez-nous souvent venir louer. C'était un peu pour sensibiliser. Et quand vous voulez entrer dans une maison, faites l'effort de purifier la maison là proprement. Surtout quand vous louez. Quand vous louez. Bon, ça c'est ma première histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 5e histoire. Voilà maintenant la seconde histoire. La seconde histoire s'est passée comment? C'était l'histoire de 2 copines. Donc, il y a une qui était mariée, tous les 2 étaient mariés. Bon, une était mariée à un cadre de la place au port là-bas. Et l'autre, son mari était taximan. Vous savez, entre le riche et le pauvre, ça n'a jamais marché. Soit il y aurait la jalousie, soit il y aurait l'orgueil. La fille, alors, qui avait l'argent, elle était tellement gentille. Elle a dit, ah. Et elle avait les longs yeux. Elle était gentille avec sa copine, mais elle avait les longs yeux. Elle dit alors à sa copine, ah, comme tu vois là, maman, regarde un peu, mon mari me donne tout, mais il a trop de petits duos. Moi, je voulais et il regarde trop sa famille. Moi, je voulais m'accaparer de tous ses biens. Donc, je veux seulement que tout ce qui travaille revienne à moi. Sa copine a dit que, maman, Dieu vous donne tout ça là. Vous cherchez encore quoi dire? Même si mon mari me trompe, m'avait 20 femmes et qui me donne tout ce qui te donne là-bas, c'est toi qui as toujours les pagnes chers. Tu as toujours les chaussures chères, les bijoux chers. Sur toi, tu es toujours belle, bien coiffée. Regarde-moi, ma part est taximan ici là. J'ai 24 enfants. Je ne parviens même pas à les nourrir. Mais il me regarde quand même. Parce que sa copine maintenant lui dit que bon, je peux alors faire comment? Tu ne connais pas quelqu'un qui peut faire mon mari me regarde aussi. Donc je veux seulement qu'il soit pour moi. Elle dit que je suis allée au village dernièrement, on m'a donné une portion magique. Donc, c'est celle qui est pauvre qui dit ça. Celle qui est riche. On m'a donné une portion magique. Donc, si tu veux, on part au village, on voyage, on part au village. Ou si tu veux, je te vends celle que j'ai pris au village là en attendant. Si ça ne marche pas avant qu'on part au village. Merde. La portion magique là, c'était le poison que la fille pauvre là est partie arranger. Par méchanceté, par jalousie. Elle est partie arranger comme ça. Elle a demandé à la femme que quand tu vas faire la sauce tomate, tu vas mélanger ça dans ça et tu vas retirer ta garniture que tu as saignée bien sur ça. L'eau de ça, tu presses. Tu mets dans le repas de ton mari. Donc c'est le plat là que tu dois lui servir.
fait un bon riz ou le plantain comme ça, il mange avec. C'est ce qu'elle a fait. Le monsieur est rentré le soir, il a mangé la nourriture. Comme il est parti se coucher là, il ne s'est plus jamais revenir. On a dit à la femme que si tu sais que tu n'as rien... Quand on a porté le corps amené au village, parce que quand il est mort subitement comme ça, on a dit que non. Les bas-femmes ont dit que non. Chez nous, on ne meurt pas subitement comme ça. Ils ont porté le corps parce que le monsieur était bas-femme. Il a porté le corps. La maman a porté le corps de son fils. Elle a ramené la bas-femme. La femme a dit que non. Pourquoi vous arrachez le corps de mon mari? Ils ont dit que non, nous, on t'a jamais accepté. Mais subitement, tu es marié 2 ans. Notre fils est mort directement. Subitement, nous, on ne comprend pas. C'est à toi de nous expliquer. Vu depuis que tu t'es marié, tu n'es jamais passé au village. Donc, si tu sais que tu vas nous suivre, que tu n'as rien à voir avec la mort de ce type, tu nous suis. Et si tu vois que tu as quelque chose à voir avec son corps, ne nous suis pas. Elle a dit qu'elle n'a rien à voir avec. Avec la mort de son mari. Elle a porté. Elle a pris le car. Elle a voyagé aussi pour papa. Direction village, Bana. Ils arrivent là-bas. On veut enterrer. On a dit juste sur le corps de ton mari. Si tu sais que tu n'as rien à y voir dedans, sur ça avant qu'on ne mette au sol. Dis que je n'ai rien à y voir dedans. Mais si tu sais que tu as à y voir dedans là, ne jure pas. Oh. Elle a dit qu'elle n'a rien à y voir dedans. Donc comme ça, on a pris la machette qu'on a posée sur la tombe du monsieur. Ah! Le même, on a dit qu'on te donne 2 à 3 jours. C'est-à-dire que le même jour, la fille là courait dans tout le village avec le monsieur là. Ça a commencé à partir de 2 heures. On avait atterri à 17 heures. Ça a commencé à partir de 2 heures. La fille là courait dans tout le village avec le monsieur là. Jusqu'à pour finir, elle, en traversant la route, les voitures qui viennent sur l'axe solo là l'ont écrasé. Donc, on l'a écrasé comme la pâte en route comme ça là. On a seulement puisé son corps avec la pelle comme ça là pour mettre dans le cercueil. Mais chérie, pardon. Quand vos maris là se battent, c'est les enfants des gens. Ils ont la famille. Ils ont eux-mêmes à regarder. Ils ont la femme à regarder, les enfants aussi, leurs propres enfants aussi à regarder. C'est les enfants des gens. Évitons un peu d'avoir aussi souvent les longs yeux. Quand l'homme nous donne déjà tout là, on doit aussi comprendre. Et c'est la deuxième histoire que je voulais partager avec vous ce soir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonsoir DMG. Bon, moi j'aimerais raconter mon histoire et merci beaucoup. Grâce à toi, j'ai quand même pu avoir au moins le courage de raconter mon histoire. Oui, et j'ai vraiment écouté beaucoup des histoires sur ta page. Ça m'inspire beaucoup. Et ça me donne aussi le courage de raconter mon histoire aussi en fait. Ce que j'ai vécu lorsque j'étais encore tout petit. Donc mon histoire se déroule 96-97. Je pense à cette époque, j'étais entre les 8 ans et 9 ans comme ça. Je suis de Nord-Ouest Bamenda, précisément dit à Momo Division, dans un petit village appelé Guneko. Donc c'est là où j'ai grandi avec mes grands-parents. Bon, l'histoire se déroule précisément dit dans ma famille du côté paternel. À cette époque, ma grand-mère était encore vivante. Et voilà comment mon histoire se passe. Donc à cette époque, ma mère et mon père ne s'entendaient déjà pas bien. Mais par contre, lorsque ma grand-mère nous disait comment ma mère et mon père c'était vraiment des couples parfaits, formidables, tout ça, ils s'entendaient très bien. Mais un temps, ils ne s'entendaient plus, il y avait toujours les problèmes entre les deux. Jusqu'à ce que ça arrivait que mon père lui lève, puisque mon père lui là, c'est quelqu'un qui a grandi que dehors. Et parce que notre grand-mère nous disait souvent que notre père c'est le genre de personne qu'elle n'a jamais voulu que en fait, notre père reste au village. Jusqu'à nos jours, même lorsque mon père arrive au village, il ne fait jamais une semaine. Au trop 2 ou 3 jours, il quitte le village. Et il n'a jamais grandi au village depuis qu'il est né, comme notre grand-mère nous disait avant sa mort. Donc voilà. On avait un oncle là dans la famille, bon je vais dire mon oncle parce que c'était le frère à mon grand-père. Donc le mari de ma grand-mère en fait, c'était son frère. Donc je vais dire c'est mon oncle, un truc comme ça. C'était le frère à mon grand-père. Bon, donc c'était vraiment un vrai sorcier. Oui, c'était un vrai sorcier. Donc c'était quelqu'un qui avait de la haine, la jalousie, tout ça. Bon, il n'aimait pas voir
quelqu'un grandir en fait. Il n'aimait pas voir la prospérité d'un enfant de la famille. Lui, il était seulement là pour détruire. Et il détruisait en vrai. Donc, lorsque la grand-mère nous disait souvent, il a déjà cherché tout moyen pour tuer mon père, ce qui fait que mon père ne... Ce qui fait que quand mon père venait au village, il ne durait jamais. Il peut même venir aujourd'hui, rentre même le même jour. Ça dépend de ce qu'il est venu faire au village en fait. Donc, à cette époque-là, je fréquentais à JS Gunego, donc c'était l'école primaire. Donc, donc je faisais classe 1 à l'époque. Excusez-moi de mon français, je suis anglophone, donc c'est un peu comme ça. Donc, à cette époque-là, donc parmi tous les enfants de ma grand-mère, c'est mon père qui a beaucoup accouché des enfants. Parce qu'on est 4 garçons et 3 filles, mais une est déjà morte. Celle que je la suivais, elle était déjà décédée. Donc, on est resté maintenant à 6. Nous sommes 4 garçons, 2 filles. Donc, à cette époque-là, nous tous, on était encore au village. Et je pense en cette année-là, j'étais en classe 1. Donc, notre oncle, là, à chaque fois, il venait là, puisqu'ils habitaient, donc, disons, tu vois un peu, on est là au quartier, au village, comme ça. Ils étaient un peu du secteur du haut et nous, on était dans le secteur du bas. Donc, ils venaient chaque fois nous visiter, tout ça. Et chaque fois qu'ils venaient nous visiter, ma grand-mère n'aimait pas. Même quand il arrive là, il nous salue, il veut même nous toucher avec les mains, la grand-mère n'acceptait pas. À chaque fois qu'elle arrive là, la grand-mère demande qu'est-ce que tu es venu faire, tu veux quoi, tout ça. Parce que la grand-mère la connaissait déjà en fait. Donc elle essayait de nous protéger quoi. Mais bon, nous on était petits, nous on ne connaissait rien. Donc c'est comme ça donc la grand-mère elle nous protégeait toujours. Notre oncle là, lui c'était le genre de personne dont il pouvait voir ton étoile. Lorsqu'il voit que tu as une étoile qui brille, il cherche déjà comment t'éteindre en fait. Donc c'était le genre. Et c'était le genre de personne dont il avait beaucoup fait du mal au village. Il tuait beaucoup, il tuait beaucoup. Il a beaucoup tué les gens, je vais dire ça comme ça. Il a beaucoup assassiné les gens spirituellement, je vais le dire comme ça. Donc c'était du genre quand il venait là nous visiter, ma grand-mère n'aimait pas. Elle nous protégeait toujours. Donc, parce que quand ma grand-mère faisait aussi comme ça, elle était déjà malade. Un temps, sa maladie s'aggrave. Donc, ça arrivait au niveau où elle voyait déjà les morts. Je vais dire ça comme ça. Donc, tous nos gens qui sont déjà morts là depuis longtemps, elle les voyait. Elle faisait déjà un peu comme si elle était déjà un peu folle, mais tu vois un peu. Parce qu'elle était vraiment vieille, elle était d'après des 82 ans, 83 ans. Donc, elle était vraiment âgée, mais elle connaissait au moins ce qui se passait, elle connaissait tout. Parce qu'elle a vécu tout cela. Et elle essayait toujours de nous protéger en fait. Elle nous protégeait toujours. À chaque fois quand notre oncle rôdait là autour, elle ne voulait pas que notre oncle ait quelque chose de liaison avec nous. Bon, me voilà, un jour je rentre dans de l'école. Je passe dans sa cour en haut de la maison. Puisqu'ils habitaient en haut, parce qu'il y a une colline là-bas, c'est pour ça que je dis en haut. Donc on passe toujours dans leur cour pour descendre chez nous. Nous, on était dans le secteur du bas. Donc, un jour, je rentre de l'école, je passe là dans sa cour, il me voit, il m'appelle, je pars donc. Il me demande, mais mon fils, pourquoi tu ne passes pas souvent me visiter, me puiser de l'eau, tout ça, machin, blablabla. Bla, bla. Bon, moi aussi, en tant comme un enfant, en fait, je dis, grand-père, le jour que tu as besoin que je vienne t'aider à puiser l'eau, tu me dis, je vais venir puiser l'eau. Il me dit, ok, il a compris. Et donc, il m'a donné, il mangeait le macabo. Dans le macabo brûlé là. Il mangeait ça avec la prune. C'est comme ça qu'il a donné ma part. Je voulais manger, mais quelque chose me dit, ne mange pas. J'ai arrêté donc sa main. Je descendais donc à la maison. Je croise donc la grand-mère, elle était là en haut. Donc à côté de la maison, elle était en train de cultiver. Donc elle faisait, parce on faisait souvent beaucoup de patates là. Le macabo, vous voyez un peu le genre derrière la maison. Elle me voit donc avec le macabo en main, le macabo boulé là avec la prune en main. Elle me demande qui t'a donné ça. Elle dit que c'est grand-père en haut qui m'a donné. Elle m'a grondé, elle a dit jette ça vite au sol. Qu'est-ce que je t'avais dit? Elle me gronde, elle me gronde. Elle me demande est-ce que tu as mangé? J'ai dit non. Elle me dit plus jamais. Même si tu appelles, ne pars pas. Je vous ai déjà dit ne passez plus là-bas. Quand tu veux rentrer de l'école, prends que le raccourci, tu passes. Parce qu'il y avait aussi un raccourci là. Bon, c'est dans la brousse. Elle me dit tu passes là, tu rentres, tu viens à la maison. Ne passe plus jamais dans sa cour. J'ai dit oui, j'ai compris. Elle m'a même fouetté, j'ai beaucoup pleuré. C'est donc comme ça.
quand notre oncle a vu que bon, elle nous protégeait beaucoup, c'est là où il a commencé maintenant à se manifester, vrai. Un jour donc je rentre de... On était où? On était au marché. Tu sais, au village, il y a les jours du marché, vous voyez un peu. On lui a vu au marché, hein. On lui a vu au marché, notre oncle là, on lui a vu au marché. Au niveau là où les gens boivent souvent le matin, il était là avec les autres vieilles. On est passé, on lui a vu, il nous a appelé. Mais on n'a pas répondu, on a plutôt fui. Mon grand frère dit marche vite, marche vite. Grand m'a dit que quand il nous appelle, on ne s'arrête pas. Donc lui-même connaissait déjà qu'on le fuyait déjà en fait. C'est comme ça, comme on lui a vu au marché, je t'assure, DMG, comme je suis en train de te dire là. Arrivé donc au niveau du quartier, on est passé dans sa cour encore parce que j'étais avec mon grand frère. On ne pouvait plus passer en brut parce que ça faisait déjà un peu tard. C'était les trucs vers 18 h là. Il se faisait déjà un peu tard. Mon grand frère dit comme il est au marché, on passe dans sa cour, on rentre. On descend à la maison. C'est comme ça qu'on est passé dans sa cour. Bon, il y avait un manguier là, il y a un petit ravin là. Donc quand tu passes dans sa cour, tu passes dans le manguier en descendant à la maison. On l'a vu la place à côté du manguier. Quelqu'un qu'on lui a vu au marché en train de boire, comme je te dis la DMG, on lui a vu au marché en train de boire. C'est comme ça qu'on lui a vu là à côté du manguier. Mon grand frère me dit, mais on vient de le voir au marché. Comment se fait-il qu'il est déjà ici à côté du manguier? Et parce qu'il avait toujours vous voyez les sacs du village que les grands-pères accrochent souvent là. Il avait ça sur lui, avec son bâton noir. Parce que là, un bâton noir là, il marche souvent avec. Tu vois les cannes des grands-pères là, il avait ça. C'est donc comme ça, on lui voit là. Il nous dit, je vous appelle au marché, vous ne répondez pas, vous me fuyez, tout ça, machin. Il causait, bon. Moi, j'étais derrière mon grand frère, était placé là, il parlait avec mon grand frère. Il nous demande que, pourquoi est-ce qu'on le fuit, mon grand frère lui dit, ce n'est pas qu'on le fuit, bon, grand-mère a dit qu'on ne doit pas envoyer un truc d'intimité avec toi, tout ça, bon, un truc comme ça en fait, si je me rappelle très bien DMG. C'est donc comme ça, donc, il a dit, ok, puisque vous êtes en train de m'éviter, on va commencer maintenant. Votre père a décidé qu'il ne veut plus venir au village. Et votre maman, elle veut aussi, votre grand-mère veut montrer qu'elle est une femme forte. Même chose avec votre maman. Quand ils nous disent comme ça, ils quittent pas lui, on descend à la maison, on arrive. Je pense que la grand-mère n'était pas là, si je me souviens. Je pense que c'était la maman, notre mère qui était là. Comme ça que mon grand frère arrive et raconte ça à notre mère. Notre mère est montée chez lui directement et lui a dit plus jamais, ne vectorise plus mes enfants, ne sais plus jamais de parler ou de faire un truc comme ça, mes enfants, de leur parler ou il faut les éviter, je ne veux pas, je suis une femme qui est venue, c'est toi qui es venu me chercher dans la maison de mes parents, les enfants, ce sont tes enfants, tout ça, elle a parlé un peu comme ça là, à notre oncle là. Il n'a pas répondu, il a seulement dit à ma mère que tu vas voir ce qui va se passer puisque vous voulez montrer que vous êtes tellement intelligent. Votre père a décidé qu'il ne vienne pas ici au village. Tous les palmiers que j'avais plantés l'ont arraché et je veux lui montrer de quoi je me chauffe parce qu'il semble qu'il y a un certain truc à l'époque, comme on disait, la grand-mère nous disait qu'il était venu dans notre terrain, il a planté un peu les palmiers. Mon père a arraché tout ça, il a jeté. Mais il semble que c'est là où le gars a commencé maintenant vrai à se manifester. C'est pas bon. C'est un truc comme ça. C'est donc comme ça que il dit à ma mère qu'on va voir. Bon, un jour donc, ma mère quittait, puisqu'elle friait le poisson, elle vendait souvent. Un jour, elle quittait, elle a fait frire son poisson, elle est partie vendre. En rentrant maintenant, c'était vers 19h, 20h le soir, comme ça, elle arrive à la porte et elle crie. Elle crie donc, c'est comme si c'est quelqu'un qui l'a agressé devant la porte. Comme ça qu'on sort de la maison, on ouvre la porte, on la voit en train de crier. On demande comme, mais maman, il y a quoi? Elle dit que c'est comme si elle vient de voir le serpent traverser la porte. On a essayé de regarder, on ne voit pas le serpent. On regarde, elle dit que c'était énorme, un gros serpent. On regarde, on ne voit pas. C'est donc comme ça, comme le jour là, elle a crié comme ça, le lendemain, il y a les petits palus, elle ne se sentait pas bizarre. Tout ça, on a essayé de prendre les médicaments un peu comme ça. C'est donc comme ça que ma mère a commencé donc. Comme ça que ma mère commence. Oui, DMG, je m'excuse vraiment, c'est que l'histoire est vraiment longue, je ne sais pas. Donc comme ça que ma mère commence,
Elle devient bizarre. Tantôt, je dis, elle est malade. Tantôt, demain, elle va bien. C'est comme ça. Elle faisait que comme ça. Elle faisait que comme ça. Ça, c'est que un jour, il y a un autre aussi. Il y a le petit frère de ma mère qui arrive maintenant. Il prend ma mère, il l'amène chez un marabout là. Le marabout dit que ma mère a traversé les pipis de mon autre oncle là. Il a urné quelque part. Ma mère est venue traverser. Ça l'a affecté. Et comme je te dis là, jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça que ma mère est. Et elle ne veut même plus voir mon père avec ses yeux. Comme je te dis là, DMG, ma mère a Douala. Elle ne veut même plus voir mon père avec ses yeux. Oui, elle ne veut plus voir mon père avec ses yeux. Ils sont devenus des ennemis jurés, comme je te dis là. Ils sont devenus des ennemis jurés. Donc, notre oncle là, comme il a commencé à se manifester comme ça, jusqu'à ce qu'il a attaqué maintenant notre grand-mère. Il commence avec la grand-mère comme ça. Il commence à se manifester. C'est comme ça que notre grand-mère aussi, elle commence aussi un peu comme ça. Elle fait comme si elle est déjà un peu folle. Elle commence à parler toute seule un peu. Elle commence à manifester. Comme elle était aussi grasse comme ça. Tu vois, deux fois même dans la saison de pluie, il pleut comme ça là. Elle sort dans la pluie. Elle commence à parler toute seule. Elle marche pas en brousse. On partait, on a souffert DMG. On a souffert avec notre grand-mère. Là maintenant, je suis même en train de découper l'histoire seulement pour ne pas perdre trop de temps pour raconter DMG. C'est comme ça donc notre grand-mère a commencé à voir les morts. Elle dit que elle vient de voir telle personne. Machin, c'est la personne lui dit qu'il est temps qu'elle doit le suivre. Comme ça, elle souffrait jusqu'à ce que la nuit où notre grand-mère devait mourir, donc elle savait déjà qu'elle allait mourir DMG. Elle est sortie, je pense que le jour-là, j'avais dormi avec elle, puisque dans la chambre de la maman, il y a 2 lits et il y a un autre lit à la cuisine. Donc, vous voyez un peu les portes du village qu'on fait souvent, c'est souvent. Donc, vous voyez un peu le battant là. On divise ça en deux, il y a le haut et le bas. Des fois, comme la grand-mère dormait avec, des fois, il y a le feu à la cuisine. Elle fermait que le battant du bas et l'autre du haut reste comme ça. La nuit où elle devait mourir, comme elle dort souvent, elle ferme le côté du bas, elle laisse le côté. Donc j'ai vu, donc c'est comme si c'est l'ombre de quelqu'un devant la porte la nuit, puisque je dormais derrière la grand-mère. La personne a apparu comme ça là. Quand j'ai vu la silhouette, parce que la nuit là, je ne dormais pas. Vous voyez un peu. Puisque tu ne peux pas facilement dormir avec la grand-mère. Quand elle se lève là, elle commence à faire ce bruit. Tu vois un peu, tu te réveilles. Et puis pour rattraper le sommeil, c'est pas deux fois facile, vers 4 heures comme ça là. Comme ça qu'elle se lève, elle commence à bavarder. Quand moi aussi je me lève, je vois une silhouette devant la porte. Tu vois un peu. Parce que comme elle dormait, elle fermait que le battant du bas et l'autre du haut est ouvert. Je vois une silhouette. Et je dis à la grand-mère qu'il y a quelqu'un devant la porte. Elle me dit qu'on est venu la chercher. Je dis, mais comment ça, qui est venu te chercher? Et comme je parle avec elle, je veux me retourner pour regarder devant la porte, je ne vois personne. C'est comme ça qu'elle se lève, elle ouvre donc maintenant le battant du bas, la porte du bas, elle sort. Je cours maintenant, je ne vais pas toquer, puisque notre porte, il y avait la porte de la maman de l'autre côté et la porte de la grand-mère de l'autre côté. Je me réveille maintenant, je ne vais pas toquer sur la porte de la maman, je réveille tout le monde. Je dis que voilà la grand-mère qui est en train de partir encore. La maman se fâche maintenant, elle dit que c'est tous les jours, qu'elle est fatiguée, qu'elle ne peut plus. Elle dit non, elle est en train de partir, elle dit qu'on est venu la chercher. C'est donc comme ça, mon grand frère maintenant se réveille. Avec ma grande sœur, ils partent, ils ont essayé de ramener la maman. Quand on amène la maman, c'est vers 5 heures que la grand-mère meurt maintenant. C'est vers 5 heures. Elle crie, elle crie, elle crie. Elle dit qu'on est en train de l'égorger. On essaie, on est parti appeler les voisins. Parce que pour ça, aller appeler le voisin, c'est tellement loin d'MG. Parce que les maisons ne sont pas aussi côte à côte, vous voyez un peu comme ici en ville. Le moment d'aller appeler le voisin pour revenir, la grand-mère était déjà morte. Le sang sortait par ses yeux, les narines. Donc on l'avait égorgé. On l'avait égorgé. Vous voyez un peu, on l'avait égorgé. Donc c'est comme ça que l'histoire s'est passée. Quand elle est morte, on l'a enterrée. On a un peu essayé de faire les petits trucs de tradition. Comme nous on était là, on avait vu tout ça, on a essayé un peu de faire les petites traditions, tout ça. C'est que même notre oncle aussi, il est mort. Mais sa sorcellerie manifestait toujours. Parce que notre oncle, à son tour, quand il meurt là, nous on était déjà à Yaoundé. Notre père est venu chercher nous tous avec la maman. La maman, elle était déjà malade aussi. Elle faisait déjà aussi un peu comme la grand-mère. Parce que des fois, tu arrives, tu vois la maman, elle est en train de parler. Et comme je vous te dis là, jusqu'aujourd'hui là, comme ça que notre mère fait. Elle est toujours en train de faire comme ça. Elle a droit là avec mon grand frère maintenant.
Donc, elle est toujours en train de faire comme ça. Donc, c'est ça qui l'a affecté jusqu'aujourd'hui. Notre oncle là, il est mort. Sa sorcellerie est restée travailler. Ça a encore tué même au moins 3 membres de la famille. Là, je découpe même l'histoire d'IMG parce que l'histoire est tellement longue. Oui. Beaucoup de choses se sont vraiment passées. J'ai encore beaucoup de choses à raconter d'IMG. Donc, c'est comme ça que l'histoire se passe. Parce que la grand-mère, pour finir, elle meurt en 98. Oui. Et notre père, après un an, notre père vient nous chercher en 99. C'est là où on vient à Yaoundé. On habitait en Vorade à cette époque. Oui, à Cornier, là. C'est là où on habitait là-bas. Bon, je suis rentré au village en 2006, quand je faisais la première année technique. Et là aussi, il y a encore un autre truc qui s'est passé. Bon, là, c'est l'histoire qui va suivre. Parce que j'aimerais vraiment vous raconter ce qui s'est encore passé DMG. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Sinon, merci beaucoup et bonne journée. Si tu parviens à publier mon histoire, je te dis vraiment merci beaucoup. Je m'excuse vraiment si c'est vraiment long. Je m'excuse vraiment. Merci beaucoup. Je m'excuse vraiment si l'histoire est vraiment longue. Je n'ai pas su comment développer tout ça. Je ne sais pas en fait. C'est toi qui sauras comment l'histoire. Sinon, merci beaucoup. Merci pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 7e histoire. Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bonjour DMG, bonjour la communauté DMG TV. Alors avant de commencer mon histoire, je vais d'abord vous demander de liker, de partager, de commenter. Pendant que vous regardez, commentez, comme DMG dit toujours, dans l'histoire 1, je remarque que. Dans l'histoire 2, je remarque que. Et surtout, abonnez-vous. Alors, mon histoire n'est pas très longue. Mais c'est surtout pour interpeller nos frères et sœurs, enfin mes frères et mes sœurs, sur l'importance de la parole, de tout ce qu'on dit, de tout ce que l'on proclame. Alors, vous savez déjà que en temps normal, avoir des rapports sexuels hors mariage, ce n'est pas très bien. Mais alors, faisons très attention à ce que l'on dit parce que déjà avoir des rapports sexuels comme ça, c'est des liens que l'on crée. On crée des affinités dans le monde. Dans l'autre monde avec ces personnes-là, et ainsi de suite. Donc, c'est mon histoire personnelle. À une époque, j'étais avec un homme, et cet homme était initié. Il était initié et tout. Il avait comme on dit chez nous, le 3e œil. Donc, il voyait, il faisait certaines choses. Donc, ce qui se passait, c'est que lors de nos rapports, quand on avait des rapports, vous savez, pendant les rapports, on peut dire, l'autre va te dire, dis-moi que tu m'appartiens. Toi aussi, tu vas dire, ah oui, je t'appartiens. Dis-moi qu'il n'y a que moi. Ah oui, il n'y a que toi. Tout ça quand on est à fond, on dit ce genre de choses sans pour autant réfléchir. Je vous demande de faire très attention à ces paroles-là, en fait. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand nous, on avait nos rapports, il pouvait me dire, dis-moi que tu m'appartiens. Je disais, oui, je t'appartiens. Oh non, dis-moi qu'il n'y aura que moi. Oh oui, il n'y aura que toi. Dis-moi que tu vas pas me tromper. Oh oui, je ne vais jamais te tromper, etc. Donc, de fil en aiguille, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aimé. Donc, de fil en aiguille, la relation s'arrête, se finit. Et il m'avait dit, en fait, qu'on était connectés. Et il m'a dit, le jour où tu vas coucher avec un autre homme, je le saurai. Donc, on s'est quittés, voilà, tranquille. Donc moi, naturellement, allant dans une autre relation, quelques temps après, je me rends compte que j'ai eu un rapport avec cette personne-là. Et l'ex en question m'appelle le lendemain matin. Le lendemain matin, il m'appelle, il me dit, oui, bonjour. Je dis, oui, bonjour. Ça va? Oui, ça va et toi? Ça va. Mais du coup, pourquoi hier tu as fait ça? J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, hier, tu n'as pas eu de rapport. J'ai dit, mais tu me parles de quoi? De quoi tu parles en fait? Il me dit, je t'ai dit que à chaque fois que tu auras des rapports avec quelqu'un, en tout cas tant que je le voudrais, je saurai. Et ça a toujours été le cas. Si bien que maintenant, à un moment donné, j'avais maintenant peur d'avoir des rapports parce que c'est quand même, cette équation est quand même bizarre. Tu as des rapports sexuels avec quelqu'un et ton ex t'appelle pour te dire que là, je sais que vous avez eu des rapports. Et c'était comme ça pendant un bon moment. À un moment donné, j'ai commencé à me mettre dans la prière.
j'ai commencé à me donner à fond à Christ, etc. Et c'est parti tout seul. À un moment, il m'appelait, il me disait, tu t'es calmé, tout ça, enfin, façon de me dire que tu ne fais plus. Mais j'avais compris que ça, c'était juste arrêté. Et jusqu'aujourd'hui, c'est resté comme ça. Donc, c'est pas très long. Mais mes frères et sœurs, s'il vous plaît, faites attention à ce que vous dites, à ce que vous promettez. La promesse, voilà pourquoi moi je ne fais pas de promesses aux gens, ou très peu. La promesse, il y a des gens, il y a des personnes, il y a des choses que l'on ne promet pas. Il y a des gens à qui l'on ne promet pas. Donc, faites attention. Et même si ce n'était pas le fait que cette personne-là avait le troisième œil ou comment dire ça, la tête ouverte, il s'agit de faire attention à ce que l'on dit en fait. Parce qu'on crée des affinités avec l'âme de l'autre. On crée plein de choses. Donc, c'était pour vous interpeller dans ce sens. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je reviendrai vers vous pour d'autres histoires. Au revoir. Commentez, likez, partagez. Merci pour l'histoire. On passe à la 8e histoire rapidement. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir DMG. J'ai tenu à t'encourager au fait pour le travail que tu fais. J'imagine que dans ton inbox, tu vas recevoir vraiment des choses bizarres. Mais bon, tu es toujours aussi fort, tu nous encourages et tu partages toujours nos histoires. Donc, je tenais à te féliciter pour ça. Et j'invite aussi mes frères et sœurs de liker, de partager, car ça encourage des gens à plus venir raconter l'histoire au fait. Bon, moi je voulais raconter mon histoire, c'est une petite histoire en fait. Donc du genre, je vis avec ma soeur, elle et moi on vit, en tout cas, on vit dans une chambre. Maintenant un jour, vu que moi je ne sortais pas en fait, moi je ne sors pas, je suis une personne qui reste toujours dans la maison et moi je n'avais pas encore commencé les cours. Ma soeur elle avait déjà commencé les cours, donc du matin elle sortait, elle rentrait, tu vois, et moi j'étais toujours à la maison. Si j'ai du pain, si j'ai tout, en tout cas, je ne sors pas de toute la journée, je peux faire 3 jours, même une semaine, je suis dans la maison, je ne sors pas. Bon, si j'ai tout, mais si j'ai pas tout, je sors, je pars au marché acheter un peu quelque chose. En tout cas, c'est un peu ça. Donc nous sommes dans un pays musulman. Donc, du genre, il y avait un nouveau voisin dans la cour. Mais je n'étais pas au courant qu'il y avait un nouveau voisin, en fait. Bon, la cour, elle est tellement grande aussi, il y a tellement de locataires que tu ne te rends pas compte aussi s'il y a de nouveau. Mais forcément, si tu sors tout le temps, presque tout le temps, tu vas te rendre compte qu'il y a de nouvelles personnes, vu qu'il y a de nouveaux visages. Donc, du genre, nous sommes au premier étage, mais nous sommes seulement les seuls parce que les maisons ne sont pas encore finies. C'est inachevé, c'est juste notre chambre qui est finie. Donc, les autres, c'est inachevé. Il n'y a pas des gens qui habitent, nous sommes les seuls au premier étage. Donc, le nouveau voisin est arrivé. Ma soeur me dit, oh, j'ai vu un monsieur qui est arrivé, c'est un nouveau. À chaque fois, il vient au premier, à côté de chez nous, il se met à prier. Il prie. Mais il vient avec une grosse Bible, il me dit qu'il est chrétien. Mais moi, je n'ai pas l'impression qu'il est chrétien. Bon, là, c'est d'après ma soeur. Il est chrétien, mais moi, je n'ai pas l'impression qu'il est un chrétien. Ce gros livre-là, il me dit que c'est la Bible. Et je ne pense pas. J'ai dit, ah bon, mais je ne l'ai jamais croisé. Il me dit, ah mais oui, parce que tu restes dans la maison. Voici pourquoi. J'ai dit, ah ok. Donc du coup, je suis là avec ma soeur et tout. On est là. Le monsieur passe, bon, 2 jours à 3 jours après, c'était un week-end. Ma soeur et moi, on était là à la maison et tout. Je tente de faire des tresses à ma soeur. Donc du coup, nous sommes là. J'aperçois le voisin en question. Ben moi, de nature, je suis comédienne. J'aime la comédie. Au fait, c'est un peu ça. Je suis comme ça. De genre, je vois le monsieur passer. Je ne l'ai jamais vu. C'est la première fois que je vois le monsieur. Je ne sais pas ce qui m'a pris exactement. Je dis au monsieur, bonjour, ça va? Ça fait longtemps. Et comment va? Il me dit, oh oui, ça va. Et toi, ça va bien? J'ai dit, oui. Il me dit, et ta soeur? Je dis, ma soeur, elle va bien. Il dit, ça fait longtemps et tout. J'ai dit, ma soeur, elle se porte bien à l'intérieur et tout. Bon, moi, je l'ai pris comme un monsieur sympa. Il est togolais. Nationalité, en tout cas. Moi, je l'ai pris pour un monsieur sympa, simple et tout. Donc, c'était la journée. Il est parti s'asseoir, comme d'habitude, à côté de chez nous, là. Il était là en train de lire sa Bible, écouter sa musique et tout. J'étais là avec ma soeur, je fais des trains après et tout et tout. Donc, du genre, un ami vient me rendre visite. Il arrive, il me dit, comment ça va et tout et tout. Lui et moi, je le reçois dehors. On se met à parler. Le gars, il était là, donc il écoutait notre conversation. Il s'est senti gêné. Il est descendu. Et lorsqu'il descend, après quelques minutes après, je monte. Lorsqu'il remonte, il le voit.
Il dit, ah, vous êtes toujours en communion? Oui, oui, et tout, et tout. Et le monsieur part. Mais avant de partir, lorsqu'il était assis, il m'a fait part d'une chose. Il m'a dit que toi, tu es Sénégal, tu es camerounaise plutôt. J'ai dit, non, je ne suis pas camerounaise. Il m'a dit, mais tu te ressembles à une fille que j'ai enseignée. Je lui ai dit que vous êtes prof de quoi? Il m'a dit, je dis, vous êtes prof de lycée ou de collège, machin. Il m'a dit, je suis prof de lycée. J'ai dit, ben non, ça ne peut pas être moi parce que moi, je n'ai pas fait ma terminale ici. Il m'a dit, ah si, j'ai l'impression. Je dis que non, 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 c'est pas moi. Il m'a dit, ok, tu te ressembles à une fille, une camerounaise et tout. Je dis, non, je suis pas de nationalité camerounaise. Et j'ai pas fait mon lycée ici. Il m'a dit, ah ok. Donc le monsieur descend, choix et tout et tout. Ma soeur est là. Ma soeur me gronde sur moi. Elle me dit, comment ça tu dis que ça fait longtemps, tu le connais? Comment tu peux dire ça? Tu ne l'as jamais vu. C'est aujourd'hui que tu le vois, tu dis ça fait longtemps. Je dis, ah, c'était juste pour amuser la galerie. Toi, tu es là, tu es toujours là, fâché, c'est juste pour rire, quoi. Tu sais pas que lorsque je l'ai dit, c'est détendu et tout. Elle me dit, ah ok, je te jure, DMG, la nuit. La nuit, nous, on n'a pas dormi. De toute la nuit, on n'a pas dormi. C'était du mois de janvier. On n'a pas dormi. Non, c'était en décembre. Donc, du genre, nous sommes en train de dormir la nuit. Ma soeur dort. Ma soeur rêve d'un mari de nuit. Et le mari de nuit dont elle rêve, ça, c'est de monsieur, mon ami en question qui est venu la journée. Et le mari de nuit veut monter sur elle. Mais donc, lorsqu'elle voit le monsieur, dit que bon, dans le rêve, elle dit que je ne suis même pas attirée par lui. Elle dit, je ne suis même pas attirée. Bon, mon ami en question, je vais donner le nom je veux dire qui Marseille, voilà, j'ai dit le nom de Marseille. Elle dit, dans Jean, dans le rêve, elle dit que de Jean, je ne suis même pas, elle dit, je ne suis même pas intéressée par toi, Angèle, petit nom Angèle, Marseille, je ne suis même pas intéressée par toi. Donc le gars vient auprès de ma soeur le repousse, mais après elle a peur, elle prend peur, elle se réveille, elle vient, elle me prend dans ses bras. Elle me prend dans ses bras, je me réveille, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne dors pas jusqu'à 7 heures? Il fait qu'il était presque 3 heures, il était 3 heures en tout. Je dis, tu ne dors pas comment? Elle m'explique la scène, elle me dit, s'il te plaît, prie pour moi. Prie pour moi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai pris les mains de ma soeur, j'ai prié. Après, j'ai dit qu'on va se rendormir. Elle et moi, on est en train de dormir. Lorsqu'on dort, moi je suis en train de dormir, je vois la personne. Au fait, je ressens une présence. Du genre, il y a une personne dans la chambre. Je ressens mes oreilles qui sifflent. Mes oreilles sifflent à fond, donc j'avais mal. Et du genre, je ressens, au fait, une personne sur moi, mais je ne sais pas. Je veux toucher, j'ai l'impression de vouloir toucher ma soeur, mais je n'arrive pas. Au fait, je touche ma soeur, mais je ressens que je n'arrive pas à bouger. Je n'arrive pas à bouger mes mains, ni bouger mes pieds. Je suis bloquée. Mais je veux toucher ma soeur pour que ma soeur me bouscule, pour qu'elle me réveille, parce que je n'étais pas endormie, j'étais éveillée, mes yeux étaient fermés, mais je ressentais quelqu'un, je ressentais une présence. Il y avait un truc dans la chambre, au fait. Mais la chose qui était là, elle, en fait, c'est comme si elle me dominait, que je n'arrivais pas à bouger ni des pieds, ni des mains, ni rien. Et moi, je ne faisais que dire, ma soeur, je faisais que toucher ma soeur, touche-moi. Bon, je faisais que parler, que dis, touche-moi, bouscule-moi. Je ne faisais que parler, bouscule-moi. Mais la voix ne sortait pas. Je bouge, mes doigts, je touche, je gratte. J'avais l'impression que ma soeur, elle avait mis sa main sur moi. Elle avait mis sa main sur moi. Et je touchais sa main et je voulais bouger. Mais je sentais que ma main était bloquée. Mais je faisais comme si je grattais, mais rien ne bougeait. J'étais là maintenant. Après, je me suis réveillée en criant au nom de Jésus. Quand j'ai dit au nom de Jésus, je dis la voix sort. Ma soeur s'est réveillée. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, il y a une personne dans la chambre. Elle me dit, effectivement, j'ai dormi. Le même mari de nuit est revenu. Au fait, il ne comprend pas. Il ne fait que revenir. Je ne fais que le chasser, mais il ne fait que réveiller. Je ne comprends pas. J'ai dit, comment ça? Elle et moi, on a dormi, mais dans les mains, au fait. Après, jusqu'on dormait, la lumière éteinte, on était obligé d'allumer la lumière. On était dans la lumière, on était obligé de dormir avec la lumière. Il était déjà 5 heures. Puis je dors, avant de dormir, je prie, je dis, Seigneur, montre-moi cette personne qui est ici et qui veut nous faire du mal. Au fait, quand je prie, je prie et je me rendorme.
je me rends compte que je dors, je fais un songe. Je fais un songe où nous sommes dans un appartement, mais je vois la photo d'un monsieur qui est accroché au mur. Mais le monsieur, il est militaire. Et le monsieur, il a des enfants dans la maison. Et moi, je lui explique la situation. C'est comme si c'était pas un rêve. Tu vois, du genre, c'est comme si c'était pas un rêve. C'est comme si c'était une réalité, quoi. Que j'expliquais un peu le matin. J'ai expliqué au matin ce qui s'est passé dans la nuit. J'explique au petit que non, hier, nous, on n'a pas bien dormi. On a fait un songe. Non, on n'a pas dormi. Il y avait des marées de nuit, il y avait des esprits bizarres. Et l'enfant, dans le songe, me dit, nous, on a bien dormi. Nous, papa a un esprit, un totem, un esprit qui était là pour nous protéger. Ben, je dis, mais non, l'esprit que vous avez, qui vous protège, mais cet esprit-là veut nous faire du mal. Et c'est pas normal, parce que cet esprit-là est venu, cet esprit voulait nous faire du mal dans la chambre où j'étais avec ma soeur. Le monsieur, et quand je faisais le songe, le monsieur, il était là assis, il y avait un pasteur à côté. Et le monsieur a commencé à s'énerver dans le rêve. Le monsieur a commencé à mais c'était pas le même monsieur que le gars. Mais moi, on me disait dans le songe que le gars là, c'était un nouveau voisin qui est venu avec ses enfants. Donc, c'était un nouveau voisin. Dans le songe, je me dis que c'est votre nouveau voisin qui a emmené un totem dans le quartier. Et c'est ce totem-là qui est à l'origine de cet esprit qui vient vous déranger. Et ce homme-là dans le rêve, il ne faisait que oh non, il ne vous a rien fait, et tout. Il est juste, en fait, il ne faisait que parler. Ça, c'est dans le songe. Après, le pasteur a commencé à nous conseiller tout. Je me suis réveillée. J'ai dit à ma soeur que c'est le voisin. J'ai dit, c'est le voisin. Elle me dit, tu es sûr? J'ai dit, je te jure que c'est le voisin, le nouveau voisin qui vient de voir veiller là, qui est à l'origine du problème. Elle me dit, bon, ok. Elle doutait en tout cas. J'ai dit, c'est lui. Je suis sûre que c'est le monsieur. Après, le monde était maintenant là. Elle me dit que, mais tout ça, c'est de ta faute. Elle a comme ça me conseillé que c'est de ta faute. Tu as ouvert les portes, au fait. Tu ne connais pas la personne. Tu ne peux pas dire que ça fait longtemps. Tu as ouvert les portes. Des fois, il y a des gens qui veulent vous faire du mal. Mais le fait que vous ouvrez, vous devenez amical, tu vois. Vous devenez amical avec cette personne. Donc, cette personne-là a déjà une porte. Bon, c'est ce que ma soeur m'expliquait. Et quand j'expliquais, mes parents, ils ont dit ça. Donc, cette personne a déjà accès à ton esprit parce que toi tu es ouverte. Alors que cette personne avait peur, elle me dit, tu vois, avec moi il arrive, il ne pouvait pas, il voulait me faire du mal, mais il est passé par toi parce que toi tu as été ouverte, tu as été gentille, mais l'esprit n'est pas venu pour toi, l'esprit est venu pour moi. Elle m'expliquait ça, que l'esprit est venu pour moi, mais il n'est pas venu pour toi. Mais c'est peut-être le fait que je te demande de prier, qu'il a voulu te faire du mal, je ne sais pas en tout cas. Elle a de mon conseil, me donner des conseils et tout. Et depuis ce jour-là, le voisin, même une fois, la fois dernière, je l'ai vu, je suis rentrée, je vois le monsieur en train de prier. Il est en train de prier, mais au fait, il parlait, c'est comme s'il parlait un esprit. Il parlait un esprit. Oh non, toi, tu me laisses tranquille. J'avais l'impression qu'il était fou. Mais j'ai dit que non, quand même, il parle avec quelqu'un. C'est sûr que c'est un esprit. Il parlait devant la porte, mais lorsque j'ai allumé la lumière, il était maintenant tranquille, il ne parlait pas, mais il était dans le noir. Et depuis ce jour-là, rire avec ce monsieur-là, c'est fini. Moi, lorsque je vois ce monsieur, il me dit bonsoir, j'ai dit bonsoir, je passe. Donc du genre, peut-être avant, on souriait un peu, je souriais, on disait peut-être que bonjour, je souriais. Mais à présent, il n'y a plus de ça. Quand je le vois, j'ai dit bonjour. Je dis bonjour, je ne souris pas, je passe. Bonsoir, il me dit bonsoir, c'est tout. C'est tout ce qui se passe. Mais à chaque fois, il me demandait toujours, ta soeur, à chaque fois, il me demandait toujours, ta soeur, ça fait longtemps, ta soeur, elle est où? Ta soeur, mais je ne comprends pas pourquoi il te demande au fait. Vous avez quel contrat? Donc, c'est un peu ça. C'est juste un conseil que je vous explique aussi que, bon, je donne un conseil en disant que c'est pas avec toutes les personnes qu'on doit être amical, au fait. C'est pas avec toutes les personnes qu'on croise qu'il faut sourire et tout. Des fois, il faut garder les limites en disant bonjour, c'est tout. C'est pas la peine de sourire, c'est pas la peine d'être mu, de faire un peu que tu veux attirer, je sais pas. Moi, c'était mon cas, regardez un peu ce que j'ai eu à faire. Et je l'ai fait pour blaguer. Mais ça a failli nous coûter la vie, en fait. Donc, c'est un peu ça. Et merci, bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 9e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir communauté de DMG, je reviens avec une autre histoire. Bon, je vais essayer d'être... c'est une histoire quand même un peu longue, mais je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Donc, je vivais dans un pays étranger, je vivais avec 3 enfants. Un enfant que j'ai eu avec mon ex-mari, puisque je suis divorcée, et 2 autres enfants
que je gardais qu'il avait avant moi. Bon, nous, on vivait à l'étranger, lui vivait au Gabon, mais il faisait va-et-vient. Et je suis tombée enceinte et lui il faisait toujours ses va-et-vient. Et à 8 mois de grossesse, je me retrouve avec mal à l'estomac. Ça a commencé timidement un jeudi. Après, vendredi, ça n'allait pas. Mais comme ça a commencé vendredi, comme ça s'est passé vendredi soir, et samedi presque toute la journée, l'estomac m'a vraiment secoué. Et samedi vers 18h40, je suis à table. Là, ça s'est déjà un peu calmé. Mais je rappelle que depuis vendredi après-midi, l'estomac, toute la nuit de vendredi à samedi, je n'ai pas dormi. L'estomac m'a secoué. Samedi vers 18h40, 19h, ça comme ça s'est calmé. Et mon petit garçon avait 5 ans. Il me dit, c'était samedi vers 19h, on était à table, on était mangé. Il me dit, maman, ton bébé est déjà monté au ciel. Mais ton bébé est en train de monter au ciel. J'ai dit, qu'est-ce que tu dis? Et son frère, sa soeur, les deux sont étonnés. On le regarde. Je dis, tu parles de quoi? Quel bébé qui est monté au ciel? Il me dit, le bébé qui est dans ton bébé qui est dans le ventre là. Il est en train de monter au ciel. Ça, je ne dis pas ça. Je m'énerve, je ne dis pas ça, on ne parle pas comme ça. Comment c'est monte? C'est mon bébé dans le ventre. On ne dit pas ça, on ne dit plus ça. Mon bébé dans le ventre. Je suis partie dormir. Dimanche, je me sentais bien. Je n'avais plus mal à l'estomac. Je n'avais plus mal à l'estomac, je me sentais très bien. Mais quand l'estomac a commencé depuis vendredi, j'étais en communication avec mon médecin. Et elle me disait, prends Gaviscon, fais comme si, allonge-toi, calme-toi, ça va aller. Donc, elle essayait de m'assister via téléphone. Dimanche, toute la journée, ça va, je ne sentais plus rien. Je ne cherchais pas à savoir si le bébé a bougé ou pas. C'est lundi matin, je dors toute la nuit de dimanche à lundi. C'est là que je vais à l'hôpital. Après, je me rends quand même compte que, mais toute la journée d'hier, l'enfant n'a pas bougé. J'ai dit, peut-être l'enfant bougeait beaucoup. Parce que quand j'avais mal au soir depuis vendredi, l'enfant bougeait beaucoup. L'enfant bougeait les coups. J'avais 8 mois de grossesse. Il n'a pas bougé. Ok, je vais à l'hôpital. Quand je vais à l'hôpital, on me fait visite. Je pars à la visite, on me touche, le médecin me touche le ventre. La dame, elle me dit, non, il n'y a rien. Elle me touche le ventre. Elle ne met pas d'abord le testoscope, hein? Le truc qu'on met au cœur pour écouter les battements le truc qu'on met au ventre pour écouter les battements du cœur de l'enfant. Elle ne met pas d'abord ça. Elle me dit, non, ça va, tu peux repartir. Elle me donne un traitement parce que j'avais les pieds enflés. Elle me donne un traitement pour dégonfler mes pieds, un truc comme ça. Ok. Après, j'ai dit non, je vais quand même faire l'échographie parce que depuis là, elle me dit, tu n'as pas senti l'enfant bouger hier? J'ai dit non, depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Non, elle dit non, c'est pas normal. Elle me fait l'échographie. Puis il s'avère que l'enfant était parti depuis samedi. Donc la période où mon fils me disait que l'enfant monte au ciel, c'est à cette période-là que l'enfant était parti. Parce qu'elle a dit que ça fait 1 jour déjà. Et on était à lundi. Donc après, elle m'a expliqué qu'il faut que j'accouche l'enfant parce qu'un corps étranger dans le corps, c'est pas bon. Sans moi, je risque de passer. Maintenant, pour que l'enfant sorte, l'enfant, au lieu de descendre, parce que quand on accouche, l'enfant descend. Mais l'enfant remontait par contre, par le ventre, les seins, le cœur. L'enfant remontait. Au lieu de descendre, ça remontait. Et après, on me disait non, que si ça remonte, c'est pas bon parce que tu t'es fait une crise. Parce que si l'enfant atteint le cœur, c'est pas bon. Tu vas mourir, crise cardiaque. On cherchait maintenant l'anesthésiste pour vite me faire la perfusion pour faire sortir l'enfant. L'anesthésiste, on vient me piquer. Les veines, je n'ai plus de veines. Je n'ai plus de sang, je n'ai plus de veines. Tout devient compliqué. Tout devient compliqué. On essaie de me faire accoucher. Elles appuient au-dessus de mes seins, le ventre, elles appuient pour faire descendre rien. L'enfant ne fait que monter, ça ne descend pas. Elle commence à s'inquiéter, on va faire la césarienne. En attendant, j'étais au téléphone avec mon ex-mari. Je disais que non, l'enfant n'arrive pas à ressortir. Et lui, il était au téléphone. En fait, mon ex-mari est à moitié gabonais et à moitié ouest-africain.
Et il partait souvent de temps en temps dans son pays pour aller faire les petits trucs de protection des médicaments, des protections de leurs trucs de West africain. Donc, il était en communication avec son marabout charlatan ou quoi, c'est pas comment les appelle, West africain, qui disait que non, il ne faut pas qu'elle accepte la césarienne. Si elle fait la césarienne, elle meurt sur la table d'opération. Que faut pas qu'elle accepte la césarienne. Après, il disait que, mais moi, je vais faire comme la fille d'autrui. En fait, lui, moi, quand il était au téléphone, il me disait que n'accepte pas. Il dit que maintenant, ils sont en train de mettre les appareils, me mettre sous oxygène parce qu'ils disent qu'il faut qu'on fasse la césarienne. Sinon, je vais passer. L'enfant ne fait que monter vers le cœur. Après, je ne sais pas. En attendant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand je voulais parler avec lui au téléphone, l'enfant qui n'arrivait pas à sortir 3 à 4 heures de temps avec des tentatives, j'ai terminé avec lui au téléphone. 5 à 30 minutes, pouf, l'enfant est sorti. L'enfant est sorti. Bon, maintenant, je vais maintenant repartir 2 mois après que l'enfant soit sorti. Je suis partie à la maison. Maintenant, le mystique, c'est 2 mois après, je suis partie avec mon ex-mari au Bénin. On s'est retrouvés à Libreville. On est parti au Bénin. Et en allant au Bénin, il m'a amené chez son praticien en question que j'avais vu pour la première fois. J'avais vu pour la première fois le praticien. Après, il me dit, le praticien me dit, le charlatan, je ne sais pas comment ils appellent là-bas, il me dit, tu me connais? J'ai dit, non, tu m'as déjà vu. J'ai dit, non. Il me dit, mais moi, je te connais. Ça, je rigole en disant que, mais moi, je ne suis jamais venue au Bénin, c'est la première fois que je viens. Après, il me dit, non, je te connais, je t'ai déjà vu. J'étais chez toi là-bas, j'étais à l'hôpital avec toi, on a fait le tu ne m'as pas vu. Je dis, comment ça, tu t'es à l'hôpital avec moi, on a fait le Bref. Comment ça, tu étais avec moi? Après, il me dit non. Quand tu étais en train de chercher à... Quand l'enfant était mort dans ton ventre, c'est moi qui étais venu pour t'aider. Je t'ai venu te sauver parce que tu avais un manque de sang. Parce que les gens voulaient te faire... Les gens qui me disent, je ne sais même pas de quels gens il s'agit, voulaient te faire passer, tu devais mourir. C'est moi qui suis venu combattre là-bas où tu étais là-bas. C'est moi qui t'ai ajouté le sang. Je t'ai donné le sang. Et c'est moi qui ai déclenché la situation pour qu'on puisse te mettre la perfusion. Alors, tout était bouché. Ils avaient tout fermé pour que tu puisses passer. Donc, c'est moi qui suis venu t'aider pour t'ajouter au sang. C'est moi qui suis... En fait, c'est ce que je ne comprenais pas. Et il m'a décrit. Il m'a décrit. Parce que quand j'étais là-bas, il y a une dame blanche, quand je venais d'arriver dans ce pays, qui m'apprenait à parler l'anglais. Je faisais cours à domicile avec une dame blanche. Et une autre dame qui était une amie de la famille, c'est une ivoirienne. Donc, les deux étaient constamment avec moi à l'hôpital. Et ce jour, la dame blanche était assise en face de moi. Et la dame et l'amie de la famille ivoirienne était assise à côté de moi pour me réconforter. Et il m'a décrit la scène. Il m'a décrit la scène. Il a dit que je n'étais pas, qu'on n'était pas seul. Il a dit que celle que tu voyais là, il y avait une femme blanche, elle était habillée en blanc, avec un sac à main, avec la clé de la voiture en main, avec les couches. Je lui ai décrit cette dame-là. Et il y avait aussi une autre dame qui était grosse, noire, ivoirienne, qui était, elle avait un jean et un t-shirt noir qui était à côté de toi. Il y avait d'autres personnes qui étaient à côté de toi, tu ne pouvais pas voir. Les autres personnes qui étaient là, je ne sais pas qui étaient là. Peut-être que je n'avais pas les yeux pour voir qui était là. Donc lui, il a dit qu'il est venu pour décanter la situation. Je ne sais pas si ce sont ces gens qui étaient là, bien si des sorciers aussi, je ne sais pas. Si ce sont les morts qui étaient dans cet hôpital, je ne sais pas qui était là ou qui voulait me prendre ce jour-là, je ne sais pas. Mais il m'a dit clairement qu'il est venu pour me secourir ce jour. Et gloire soit louée à Dieu que je sois aujourd'hui pour raconter cette histoire. C'est pour dire à certaines sœurs, quand on est enceinte, vraiment, on doit vraiment, vraiment faire attention. La grossesse n'est pas une histoire simple. Quand on est enceinte, ce n'est pas une histoire simple. Déjà, la période là, je ne priais pas. Je ne priais pas beaucoup. Je ne priais pas. Je n'évoquais pas le sang, le nom du Seigneur. Je partais quelquefois dormir sans faire une prière. Et aujourd'hui, je me dis, si je priais à cette période, peut-être tout ça ne devait pas m'arriver. La morale dans cette histoire, bon, chacun peut trouver la morale de cette histoire, mais de toujours évoquer le nom de Jésus, toujours mettre en prière, parce qu'une grossesse, c'est une vie qu'on porte. Et quand on porte une vie, les sorciers, les gens autour, ne sont pas d'accord forcément. Ils ne sont pas forcément d'accord avec nous. Donc, la petite histoire, j'espère revenir pour d'autres histoires. Merci.
Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 10e et dernière histoire, s'il vous plaît. Écoutez attentivement. Surtout, likez et commentez. Dites-nous d'où vous regardez la vidéo en commentaire. Bonsoir DMG. J'espère que tu vas bien, par la grâce de Dieu. Je salue aussi la communauté DMG TV. C'est vrai que depuis que je t'ai envoyé mon vocal à WhatsApp, j'ai pas écouté. Je sais pas si tu as diffusé un jour, mais j'ai pas écouté parce que je fais des téléchargements, des histoires et j'écoute. En fait, j'avais encore une autre histoire. Je viens de commenter sur l'histoire du serpent. J'ai une autre histoire que je dois raconter. Je suis entrée dans une maison, ça fait 3 mois déjà. Et depuis que je suis entrée dans cette nouvelle maison, c'est vrai, je suis pas au pays, je suis camerounaise, mais je suis à l'étranger. Depuis 3 mois que je suis entrée dans cette nouvelle maison, je me retrouve que je suis obligée de prêter l'argent d'une cotisation pour payer la maison. Donc, la maison que je paye, c'est pas mon salaire, c'est pas un travail que je fais qui paye la maison, c'est les dettes. Donc, je prête pour payer jusqu'au 3e mois. Et je ne comprends pas. C'est qui ne va pas. Moi qui suis servante de l'Éternel, moi qui suis une femme de prière, je dis, mais ça, c'est quelle histoire? Est-ce que c'est ma vie, ça? Comment ça se fait que je dois prêter de l'argent pour payer une maison? 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'ai dit, ça c'est grave. Parce que moi, ma vie, c'est prier pour les gens au point de m'oublier. Au fait, je ne savais pas ce qui s'est passé. Étant donné que je suis entrée dans une maison où il y avait aussi une sœur en Christ, j'ai dit, la parole de Dieu dit, quand il y a 1 ou 2 personnes qui sont réunies en son nom, il est là. Donc, quand je suis qu'il y avait une sœur de l'église qui vivait aussi, j'ai dit, s'il y a déjà un enfant de Dieu, même si on n'est pas de la même église, elle est quand même née de nouveau. Déjà, ça m'encourage à venir. Donc, c'est comme ça que je vais à l'église 3 fois dans la semaine. Il y a aussi une cellule de prière que je vais aussi dans mon quartier. C'est comme ça que ce jour-là, on a exhorté, on a demandé que le Seigneur, on a prié que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs. On a prié avec intensité, on a demandé que Dieu enlève tous les écailles de nos yeux, qui fait tomber les écailles de nos yeux et que tout ce qui est caché, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos cœurs, que ce soit dans nos destinées, quel que soit ce qui est caché, qui a longtemps freiné nos vies, qui est encore en train même d'agir dans nos vies négativement pour nous ralentir, pour nous détruire, pour nous freiner, que tout soit affiché. Et ce jour-là, je suis rentrée de la cellule de prière vers 22h. Voilà. Souvent, quand je rentre, je dis, parce que j'aime souvent prier vers minuit, 23h, minuit, 1h, parce que c'est des heures stratégiques, qu'il y a beaucoup de combats, il faut livrer les combats. Donc, cette nuit, quand je suis rentrée, j'étais fatiguée, j'aime souvent me laver 23h30. Là, à minuit, j'ai la force pour pouvoir prier. C'est comme ça que quand je suis rentrée, le temps de dire un petit assoupissement, je me suis couchée. Au lieu de me réveiller à 23h comme d'habitude pour me laver, j'ai sauté, il était 1h. Je dis, à cette heure, je vais même me laver, mais je ne suis plus lavée. Et après, je suis juste entrée aux toilettes pour prendre mon seau. Parce que même comme je vis dans un appartement, et ici où je suis, on vit dans des appartements. Ça veut dire qu'il y a des maisons, ça peut être une maison de 10 un appartement de 10 chambres, mais chacun occupe sa chambre. On partage le même salon, on partage la même cuisine. Et la douche peut être peut-être une douche pour 2 personnes et une autre personne peut avoir la chance, il a sa douche dans sa maison. Donc c'est comme ça que je suis entrée aux toilettes. J'ai voulu porter le seau. J'ai dit, comme je suis déjà à la douche, je voudrais mieux faire pipi une fois dans l'eau pot et porter mon seau, aller dans la chambre. C'est comme ça que je vais vers les toilettes. Je me tiens d'abord, je pisse. Je n'ai même pas regardé le pot. Quand je puise maintenant l'eau pour verser, je vois quelque chose comme le venin du serpent. Je me dis, c'est peut-être les cafards. Mais je vois comment l'eau mousse. L'eau a moussé comme si avec des pètes blanches ou bien du sperme des hommes là-dedans. Je dis, mais en journée, tout va bien. Mais pourquoi à cette heure de nuit, je vois quelque chose? Je me suis dit, peut-être comme je suis vers le sommeil, peut-être c'est mes yeux qui me jouent des tours, quoi.
Après, j'ai dit encore, il faudrait, quand je vais me coucher, l'Esprit de Dieu me dit, mais tu pars, tu vois quelque chose comme ça aux toilettes et tu te couches, toi, tu dors. Et je dis bien, la douche, je la partage avec une sœur de l'église. On est tous chrétiens, même si on ne va pas dans le même ministère. Elle est avec sa fille qui a peut-être 9 ans. Quand j'ai vu ça, je suis allée me coucher. Je n'ai pas dormi parce que directement, c'est le serpent qui est venu dans ma tête parce que j'ai vu comme 2 langues. Ça veut dire 2 venin. Je voyais la tête à peine. Un esprit me dit, prends le téléphone, tu fumes. Après, ce jour-là, je seulement dit, j'étais vraiment fatiguée parce qu'on avait beaucoup prié à la semaine de prière. Je me suis réveillée. Mais toute la nuit, le Seigneur me montrait que ne dors pas parce que ça peut tuer quelqu'un là-dedans et tout. Mais je dis donc, j'ai cherché les maisons jusqu'à là où même je paye à peine. Donc, je dois partager mes toilettes avec le serpent. Je suis entrée dans la sainte colère. Le matin, j'ai appelé un de mes papas qui est au Cameroun. Je lui ai dit ce qui s'est passé. J'ai aussi appelé une de mes mamans, celle qui tient la cellule, elle est pasteur, aspirant. J'ai dit, comme tu vois, j'ai vu le venin du serpent, 2 venins hier. Mais c'était comme si j'hallucinais, mais je sais que c'est le serpent. Elle me dit, ok, il faut sanctifier le sang de Jésus, tu verses. Et le papa là m'a dit, il faut acheter les citrons, tu verses aux toilettes et tout. Le lendemain, parce que les cellules de prière, c'est le jeudi. Maintenant, le vendredi, je suis allée à l'église. Je suis rentrée de l'église. Je me suis encore couchée pour me réveiller vers 23h, me laver et prier. Le même scénario, quand je me couche maintenant, je saute encore, il est presque 2h à l'heure là maintenant. Je dis, je ne peux plus me laver. J'oublie encore mon seau de toilette, aux toilettes. C'est comme ça que quand je vais aux toilettes pour porter mon seau, l'Esprit de Dieu me dit, va encore regarder si c'était vraiment tu as assimilé ou bien c'était quelque chose, je ne sais pas. Quand je vais, je revois encore les mêmes pertes blanches. Je vois l'eau mousser. C'est comme si quelqu'un était venu verser les tubes d'écran là-bas. Comme si les pertes blanches que les femmes ont passé le temps à peut-être laver, ça a entassé, renversé tout ça. Et quand j'entrais, même la chair de poule, comme je suis souvent Linda, la magistrat, je l'aime beaucoup parce que j'aime écouter ces histoires. Elle dit, quand il y a quelque chose qui n'est pas naturel, que tu sois enfant de Dieu ou pas, il y a ton 6e sang et non seulement il y a ta chair qui rejette le mauvais esprit, il y a ta chair qui t'alerte que tu es en danger. Donc quand je suis entrée pour porter mon seau, je ne me suis même pas d'abord dirigée vers les toilettes. J'ai ressenti cette énergie négative, la chair de poule a gonflé sur moi. Quand je suis allée, j'ai vu que ce serpent, je n'ai pas vu le serpent à l'instant, mais le Seigneur m'a demandé de prier. Donc, j'avais déjà envoyé celle avec qui je partage la douche. En journée, elle m'a acheté les citrons. Et quand je lui ai dit que j'étais obligée de cacher, parce que mon leader qui est au Cameroun m'a dit non, ne dis pas, elle va être effrayée. Il dit non, je vis avec elle et son enfant est là. Elle peut aller là, le serpent lui mord. Elle-même n'est pas entrée. Je partage la douche avec une seule personne et sa fille. Je suis obligée de leur faire part pour que demain, il n'y ait pas quelque chose, on dit tu avais gardé. Quand je lui dis, je me dis, comme on est les 2 enfants de Dieu, on va se mettre en prière pour prier. Rien du tout. Donc, c'est comme ça que je prends le citron, je prends 3 citrons, je coupe. Et en rentrant à l'église, j'ai oublié d'acheter la grenadine. Là où je vis, dans ce pays, la grenadine qu'on vend au Cameroun à 500 francs, ici, on vend à 2500 francs. En rentrant, j'ai oublié d'acheter la grenadine. C'est là où, quand j'étais déjà à cette heure-là, le Seigneur a dit, ne pense pas que tu manques une âme. Tu as tout en toi. Et le Seigneur m'a dit, les âmes avec lesquelles, parce que dans Éphésiens 6, il dit, les âmes avec lesquelles vous combattez ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Voilà, donc c'est comme ça que sur la main, je n'avais que l'eau. Parce que j'ai oublié d'acheter la grenadine pour sanctifier que ça devient rouge comme le sang de Jésus, comme c'est déjà rouge. Donc je suis allée à la cuisine, j'ai purgé l'eau. J'ai déclaré que cette eau devient le sang de Jésus. Et que quand l'eau va entrer dans cette douche,
que ça divise ce serpent en 1000 morceaux, même s'il est caché jusqu'aux profondeurs des abîmes, qu'il manifeste et qu'il soit découpé en 1000 morceaux au nom de Dieu. J'ai déclaré, j'ai prophétisé, j'ai déclaré la puissance de Dieu sur ça. J'ai déclaré que ce soit le feu, que le feu du Saint-Esprit l'embrase, le consume, l'anéantit, le localise quand je vais verser. J'ai déclaré, j'ai pris le citron, j'ai sanctifié, j'ai pris le sel, j'ai sanctifié. J'ai dit comme le sel entre et que ça dissout. De la même manière que le sel découpe le ver de terre 1000 fois, de la même manière que ce serpent soit découpé dans cette eau. Dans ces toilettes. Parce que le jour suivant, c'était la langue, le venin que je voyais. Je vous dis, DMG, quand je suis venue, quand j'ai prié à la cuisine, je suis venue aux toilettes, malgré que la chair de poule avait fait pousser encore mes ongles, avait fait pousser encore mes cheveux. La première des choses que le diable utilise, c'est la peur. Il a lancé un esprit de peur. Et je bénis Dieu parce que quand tu as la parole de Dieu en toi, c'est ça qui peut te sauver quand tu es en danger. Je n'étais pas à la douche avec la Bible parce que la Bible doit être dans nos cœurs. C'est comme ça que je déclare. Le Seigneur me dit, dans Luc 10, il me dit, le diable ne fait que, il vient que pour rôder, voler, dévorer tout. Et la parole de Dieu me dit, dans Marc, il dit, Dieu, il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, le scorpion. Je lui ai dit, toi, serpent, je prends l'autorité que le Seigneur m'a mise sur moi. Je porte ce mandat-là maintenant et je porte ce manteau maintenant. Je déclare, peu importe où tu es, quand je veux verser cette eau, tu vas voir comme de l'eau, mais je déclare que c'est le sang de Jésus. Et le sang accompagné avec le feu. Quand ce sang va descendre, peu importe où tu es caché, tu vas te manifester. Et ce sang de Jésus va te découper en 1000 morceaux. Et j'ai déclaré, depuis que je suis entrée dans cette maison, ça fait 3 mois, j'ai jamais travaillé pour payer le loyer, mais je me suis retrouvée à prêter l'argent dans les réunions, ou bien prêter physiquement pour payer les loyers. Une maison que je loue cher. Et j'ai dit, moi, je suis reconnue avec un reçu comme locataire. Et j'ai dit, je ne réside pas avec des reptiles. Toi, tu prends tes bagages et tu disparais parce que moi, je refuse de payer une maison et que toi, tu viens gâcher ma vie, que toi, tu viens fermer les voies de travail. Même un client ne me donnait plus un travail et tout. Et qu'avant ça, je suis allée m'asseoir au pot, peut-être 2 semaines avant. Après, je me suis retrouvée, mon ventre avait enflé comme si j'étais à 8 mois. C'est une cliente qui est venue me trouver, je n'arrivais même pas à respirer. Donc, quand je suis l'histoire du serpent de la fille, là, il y a les serpents spirituels. Mon ventre était comme si j'avais les contractions, c'est comme si je devais accoucher, et pourtant, je ne suis pas enceinte. Mon ventre avait enflé au point où même me coucher, je ne pouvais pas me coucher. Et j'étais presque à 8 mois. Malgré que je sois une femme de feu, une femme de prière, je priais, je me débattais, mais j'étais en train de m'étouffer. À moins d'un, je mourais. Donc, je me suis rappelé de ce jour-là, comment mon ventre enflait, et je ne comprenais pas ce qui se passe. Le fait, quand il y a un serpent dans une toilette, quand tu t'assois, il aspire ton énergie et il déverse son mauvaise énergie. Donc, c'est comme ça que j'ai sanctifié encore. J'ai prié encore pendant 30 minutes dans cette toilette. J'ai prié avec la sainte colère. J'ai déclaré le feu sur ce sang qui est l'eau que j'avais déjà sanctifié, que ça devienne le sang de la nouvelle alliance, le sang de justice, le sang de vengeance, que ce sang, que quand je verse, que ça le localise. DMG, je ne vous dis pas, quand je versais l'eau, parce que c'est ça que je versais en premier, quand je versais, je disais, pendant que je verse, ce n'est pas l'eau que je verse, mais c'est le sang du jugement du Seigneur Jésus-Christ. Et accompagné du feu, toi, serpent, tu te manifestes. DMG TV, je te dis, j'ai commencé à voir le serpent. Il était noir, long. Je suis restée. Malgré ça, j'étais tout devant le pot de toilette. La chair de poule ne fait qu'augmenter. Donc, je combattais non seulement avec ces esprits, mais avec la peur. La peur a pris mon cœur. J'ai dit non, je suis une guerrière. Je suis un intercesseur. Je suis plus que vainqueur parce que c'est le Saint-Esprit qui est en moi et qui me donne la force, la puissance, l'autorité. Quand je versais, le serpent s'est manifesté. Je versais le sel, je versais les citrons. Je dis comme ça te touche, ça te tue et tu disparais. Je déclare, je dis que je ne partage pas ma maison avec des reptiles. C'est un loyer que je paye, malgré que depuis que je suis entrée, je n'ai pas reçu ce que je paye.
Et j'ai dit, tout ce que tu as volé depuis que je suis entrée ici, que ce soit mes clients, que ce soit les contrats, que ce soit n'importe quoi qui devait m'arriver des biens et que tu as avalé parce que je n'avais pas la révélation que j'habitais avec le diable. Je déclare maintenant, j'arrache tout ce que tu m'as volé. Les clients qui ne m'appelaient plus, j'arrache. Même mes projets pour l'Europe, pour un autre pays d'Europe, j'arrache. Tout ce qui Dieu avait prédestiné, j'arrache, 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 j'arrache. Je suis rentrée dans ma chambre. DMG, quand je fais ça, il était là, il bougeait, j'ai fermé. Je suis allée me coucher. Je suis allée dans ma chambre. Il était à peut-être 2 heures, machin. J'ai prié de 2 heures. C'est là-bas que j'ai vu que quand Dieu veut te armer, te met son endurance. J'ai prié pendant plus de 5 heures de temps. Donc de 1 heure, j'ai seulement demandé au Saint-Esprit à 5h30 que pardon, je vais dormir parce que le lendemain, je devais aller dans un autre travail. Je t'assure, DMG. J'ai prié. Pendant que le serpent là se débattait dans le pot, j'étais dans ma chambre qui est juste collée à la douche. J'ai déclaré, j'ai décrété tout ce que tu as volé dans ma vie. Depuis que je suis entrée, ça fait 3 mois. J'arrache. Et j'ai prié que comme tu parles, c'est dans les profondeurs des abîmes, là où tu ne vas plus jamais sortir. Et j'ai déclaré que la Bible dit que la femme écrasera la tête du serpent. Moi, étant femme, et portant la puissance, l'autorité de Dieu, je déclare que j'écrase ta tête, je découpe ta tête. J'ai invoqué même le tonnerre, le volcan. Parce que quand je prie, quand tu constates ce que quand l'ennemi vient voler dans ta vie, tu ne le chatoues pas. Tu pries comme si tu priais pour mourir demain. Je priais 5 heures de temps. Au point où j'étais en extase. Ça veut dire j'étais dans une autre dimension spirituelle. Quand je me suis réveillée le matin, je suis allée ouvrir la douche. J'ai vu les citrons là comme ça, j'ai regardé le serpent. Je n'ai pas vu. Bon, quand je suis rentrée du travail le soir, ma voisine avait enlevé les tubes du serpent, les citrons que j'avais mis. Même prier avec moi, elle n'a pas prié. Même quand je lui ai dit il y a le serpent, sachant qu'elle met un enfant de 9 ans, elle ne s'est pas gênée. Elle a juste dit, ok, elle va dire à sa mère spirituelle. Elle ne s'est pas gênée. Moi, j'ai prié, dit, même si c'est le totem de quelqu'un, moi, je suis venue louer cette maison. Elle me dit, depuis 2 ans, ils n'ont jamais eu de problème. Elle prie beaucoup. S'il y avait le serpent, elle devait voir du don, je mens. Et malheureusement, pour moi, à l'heure que je vois le serpent, je n'ai pas le téléphone. Le temps qu'elle dit, je ne vais pas prendre le téléphone pour filmer, le serpent a disparu. Donc, la preuve n'est que moi qui vois. Donc, je veux juste te dire, faisons attention aux maisons qu'on entre. Que personne ne pense que parce qu'il y a le bidet, le pot, une belle maison, parce que je vis dans un très bel appartement avec baignoire, avec tout est beau, carrelé, baignoire, tout, eau chauffante, tout. Mais je vous dis, il y avait le serpent dans le pot. Pour vous dire, faites attention. Toute maison que vous entrez, c'est vrai, quand je suis entrée, j'ai prié seulement dans la chambre, je n'avais pas prié à la douche. Que Dieu nous protège, parce que le serpent peut quitter des chiottes, ça tue quelqu'un. Donc, depuis ce soir-là, ça va faire bientôt 2 à 3 semaines. Chaque 1 heure, 2 heures, je n'ai pas contrôlé. Je vois, il n'y a plus ces liquides des hommes là qui apparaissent. Je ne sais pas. Pourtant, il n'y a qu'un homme qui vit dans notre cité, dans l'appartement avec nous. Et il a même sa douche dans sa chambre. Donc, je ne sais pas d'où ce serpent recueillait des choses comme des perles blanches ou bien comme des spermes des hommes pour mettre à la surface. Je ne sais pas où ça vient. Donc, chaque soir maintenant, je contrôle. Et pour dire vrai, même comme je suis une femme de prière, ça a fait en sorte que je ne peux plus poser mes fesses sur un pot. Même quand je vais pisser, je guette. Donc, même si je sais que je suis plus que vainqueur parce que Dieu me fortifie, je préfère faire tout dans mon seau et je verse. Donc, chaque nuit, je contrôle, je vois par la grâce de Dieu ce serpent. Je ne sais pas s'il est mort, mais il a disparu. Donc, juste pour vous dire, il ne faut pas que vous laissez la peur vous anéantir. Il faut que vous priez pour dominer. Parce que quand tu découvres les plans de l'ennemi, la première des choses qu'il va te combattre avec, c'est la peur. Il va te mettre une peur jusqu'à ce que la chair de fou va monter sur toi comme des abcès. Mais dis-toi que celui qui est en toi, celui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui est en toi. Et il te donne la puissance, l'autorité, le pouvoir. Voilà, donc la morale veut dire, faisons attention, nous qui sommes dans les maisons modernes, nous qui sommes dans les maisons modernes, il
il peut avoir le serpent. Je ne dis pas que partout où on vit, il y a le serpent, mais faisons attention. Et je vous dis, le même jour quand j'ai prié, le lendemain du jour où je suis allée au travail, là où je travaille, on m'a donné un travail de 50 000 pour une première fois. Depuis 3 mois que je suis dans une maison. Parce que à peine j'avais trouvé le travail, ça fait à peine, je n'avais même pas encore de salaire, mais le premier jour, quand j'ai prié, commencé à arracher tout ce que le serpent a voulu dans ma vie, j'ai reçu le travail de 50 000 le lendemain. Comme je suis styliste modéliste, je fais dans la couture. Maintenant, depuis ce jour, tous ceux qui ne me donnaient plus le travail ont commencé à me donner le travail. Donc, ça va. Donc, pour vous dire, quand il y a un esprit de serpent quelque part, il n'y a rien qui peut avancer dans ta vie. J'ai des gens qui vivent dans la même cité, ils ont fait des papiers pour l'Europe, pour d'autres pays, on les a même arnaqués, tout, mais ils ne savaient pas que... Merci pour ces histoires, merci pour l'histoire. Et on se reprend demain à 12h00 pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui ont partagé, à ceux qui ont liké, les actifs dans les live chats là. Merci à vous tous. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.